Bienvenue à la première table ronde entièrement filmée des CMEA Occitanie. Comme vous le savez peut-être, les CMEA Occitanie portent un festival, le Festival du bruit dans l'arène, depuis déjà 4 ans. Cependant, avec le Covid, ça a d'abord été reporté, puis annulé. Donc avec beaucoup de créativité et beaucoup d'énergie, nous avons mis en place un nouveau concept, les échos du DBDA. Plusieurs événements étalés tout au long de l'année avec des partenariats, des bénévoles, des militants. Je me présente, Anita, volontaire en service civique au Labo des Possibles, qui est le service événementiel et incubateur de projets des CMEA. Au début de cette année, Guillaume nous a sollicité par rapport à un livre qu'il venait d'écrire où il parlait de son recours à l'assistance sexuelle. Nous avons donc décidé et co-construit avec lui un débat, une table ronde autour de ce sujet. Le débat qui va avoir lieu est avec 3 intervenants qui se sont déplacés pour l'occasion. Donc le but du débat n'est pas de se positionner sur cette question qui est toujours un tabou et assez complexe à appréhender. On est là pour créer un débat bienveillant, créer un échange au cours de 3 parcours de vie différents, de s'interroger par rapport à ses expériences personnelles, son vécu, son travail, de comment on peut appréhender cette question, trouver des solutions et avancer sur le sujet. Sujet qui est déjà très controversé dans la société, d'une part notamment parce que l'assistance sexuelle rime encore aujourd'hui avec travailleurs et travailleuses du sexe et donc prostitution, et que la question de l'approche réglementariste ou abolitionniste est souvent abordée. Je vais commencer par faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Bonjour à tous. Guillaume, peut-être tu pourrais commencer. Comment vous vous présentez, qui tu es et pourquoi es-tu là aujourd'hui? D'accord, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans. Je viens de Bayard, je suis né à Montpellier. Je suis ici parce que du coup, déjà je suis animateur social. J'ai eu mon diplôme d'animation sociale ici au CMEA. Donc du coup, je suis quand même très fier d'être là aujourd'hui. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, j'ai donc écrit mon bouquin sur mon histoire et donc aussi pour ouvrir le débat concernant la sexualité des personnes handicapées et en particulier l'assistance sexuelle. Donc du coup, je suis très heureux d'être avec toi, Anita, et vous deux durant cet après-midi pour parler de ce sujet. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Miramor. Je suis travailleuse du sexe depuis maintenant 5 ans et militante au STRAS en tant que membre depuis plus de 2 ans. Et ça fait 1 an que j'ai pris les rênes, un peu on peut dire ça, de la Fédération Occitanie pour le syndicat du STRAS. Donc on essaye d'apporter une écoute, un accompagnement, voilà, plein de choses auxquelles on va sûrement revenir voilà, durant ce débat. Et merci de m'avoir invité, je suis ravie. Ouais. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, je suis chef de service dans un foyer de vie qui accompagne des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'adultes qui souffrent de troubles psychiques. Moi, j'ai la charge de 3 unités de 10 personnes, donc qui sont hébergées et accompagnées 24 heures sur 24. Je suis ici parce que il se trouve qu'un des salariés que j'emploie m'a proposé de venir. Je trouve le sujet évidemment intéressant et passionnant, mais soumis à débat, et que il me semble que c'est important qu'on puisse en parler librement et puis qu'on essaye de démocratiser des choses qui sont encore tabous, que ce soit d'ailleurs dans le domaine dans lequel j'évolue en ce qui concerne le handicap psychique, mais il me semble dans la société dans son ensemble. Moi, je mettrais peut-être plus le focus du côté des personnes que j'accompagne alors sans me faire leur porte-parole parce qu'elles n'ont pas besoin de moi pour ça, mais en tout cas pour essayer de voir de ma place de chef de service comment on travaille ou non sur ces sujets-là. Et je suis aussi ravi d'être là avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi aux téléspectateurs qui commencent à affluer. Je rappelle que le format de la table ronde durera 2 heures en live sur YouTube.
Un chat est disponible pour mettre vos commentaires, qu'on prendra progressivement. Et il y aura aussi un moment prévu à la fin de la table ronde pour prendre vos questions plus approfondies. On va peut-être commencer sur une question plus basique, plus... Quand je vois assistance sexuelle ou accompagnement sexuel, je pense tout de suite à autonomie. L'autonomie qui est au cœur du problème de comment on peut permettre à des gens qui n'ont pas tout le temps une autonomie dans leur vie intime ou professionnelle de gagner cette autonomie. Est-ce que l'autonomie est une liberté? Comment on vit l'autonomie? Et est-ce qu'on doit la prendre ou est-ce qu'on nous la donne? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez autonome dans votre vie? Voilà, je ne sais pas si Guillaume, peut-être tu veux commencer? Oui. Mais après, du coup, je pense que c'est vrai que quand on parle des personnes en situation de handicap, on parle, par exemple, de l'autonomie dans les transports pour que la personne handicapée puisse se déplacer librement. Et donc c'est vrai que parfois dans le métro à Paris, c'est le débat récurrent qu'il n'y a pas d'ascenseur. Après, il y a l'autonomie aussi dans les soins pour que la personne handicapée soit mieux dans son corps, mieux dans son... Et c'est vrai que par contre, on oublie complètement l'autonomie dans la vie intime. Donc du coup, c'est vrai que c'est une zone... C'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier, je pense. Et, donc du coup, l'autonomie, c'est plein de choses, mais y compris, donc, du coup, c'est marqué, il y a plein de choses dans l'autonomie, et voilà. Alors après, moi, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit aux spectateurs, mais du coup, moi, j'ai un handicap, mais léger. Enfin, je boite un peu, et côté gauche du corps, mais c'est léger. Voilà. Et voilà. Donc du coup, moi, dans mon autonomie, j'ai pas trop de contraintes. Après, c'est vrai que si on doit penser à des handicaps plus lourds ou des handicaps mentaux, c'est un peu différent. Voilà. Pardon. On fait souvent l'amalgame entre autonomie et indépendance. Sans faire le prof, mais l'autonomie, c'est la capacité de se tourner vers des gens qui peuvent nous aider pour faire quelque chose, une action, quelle qu'elle soit. Être indépendant, c'est faire quelque chose seul. Là, pour le sujet qui nous intéresse, alors peut-être même pour l'autonomie en général, il y a plein de personnes qu'on accompagne, qui ont des problèmes pour faire des choses seules, par contre, qui sont très autonomes pour tout un tas de choses parce qu'ils savent comment et vers qui se tourner pour faire des choses du quotidien, se déplacer, se laver, prendre des médicaments quand ils en ont besoin et se nourrir. Et ça, ils ont, selon les critères là, qu'on évoque, ils ont 100% d'autonomie sur certaines choses parce qu'ils savent encore une fois vers qui se tourner pour la traiter. Par contre, être indépendant, c'est-à-dire avoir besoin de personne pour réaliser une action, ça c'est encore autre chose. Moi je suis indépendant sur pas grand-chose finalement dans mon quotidien. J'ai besoin de tout un tas de choses et de gens autour de moi pour m'aider à évoluer et à vivre. En termes d'intimité sexuelle ou d'ouverture et d'accessibilité à ça, Là, on est encore, alors je vais peut-être trop vite pardon sur le débat, mais j'ai à cœur parce que ça me passionne. C'est encore différent. C'est encore différent. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention entre justement ça, entre l'autonomie et l'indépendance, parce que c'est la même chose. De toute façon, la sexualité, ça se fait à deux en général. Et l'autonomie, quand on veut faire une demande de quelque chose d'aussi intime et d'aussi tabou dans notre société, c'est pas facile d'aller chercher quelqu'un pour lancer l'alerte et lancer ce besoin, cette demande. Et je pense que c'est une question morale qui bloque un peu la parole là-dessus. L'accès à l'autonomie. Ouais. Vous verriez plutôt que l'accès à une sexualité épanouie, ça relève de l'autonomie ou plutôt de l'indépendance? Je sais pas, mais on va déjà vite. Quand tu t'es présenté, tu employais déjà des sigles que je connaissais pas. Tu as dit que tu étais représentant du STRAS ou je sais pas ce que c'est. C'est un syndicat en fait qui représente les travailleurs du sexe, les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est aussi des hommes. D'accord. Je me rends compte en venant là que j'ai une culture, une absence de culture en l'occurrence sur le sujet qui est abyssale, parce que j'avais
entendu les termes, travailleurs du sexe, mais je sais peu de choses. Je sais pas quoi ça consiste. Je sais pas s'il y a une fédération, s'il y a un syndicat. Je pense peut-être qu'on pourrait. La Fédération Parapluie Rouge, c'est connu depuis pas mal de temps, à échelle mondiale. Ouais. Et du coup, on pourrait peut-être, pour ma culture et puis les autres, commencer par ça. À quoi ça consiste un travail sexuel? Peut-être on pourrait définir. Ouais, alors dans le travail sexuel, on inclut vraiment cette notion de travail en fait pour peut-être arrêter d'utiliser des mots à tort et qui stigmatisent toute une population en fait. Car la prostitution, le terme prostituée, ça induit qu'il y a quelqu'un qui nous prostitue. Et donc, ça nous enferme dans un schéma d'exploitation dans lequel on ne peut pas sortir. Et nous, en fait, en revendiquant que c'est un travail, ça nous permet d'avoir un peu plus de légitimité à pouvoir exercer dans de bonnes conditions, à accéder aux droits communs, etc. Voilà. Mais moi, je ne vais pas être calée sur certaines questions aussi, comme le handicap, dont je ne suis pas directement concernée, donc forcément, d'après, je pense que je poserai des questions aussi. C'est aussi le but qu'on apprenne, je pense qu'on puisse échanger les uns des autres et puis apprendre. Ouais. Peut-être revenir sur les objectifs ou le STRAS, le travail du STRAS, pour nos spectateurs qui ne connaissent pas forcément le syndicat. Alors, les objectifs, nous, on se positionne comme un syndicat qui est pour la décriminalisation du travail sexuel. On informe aussi les gens sur les recours juridiques qu'ils peuvent avoir. On a un service juridique pour accompagner les personnes qui peuvent être face à des violences ou simplement des questions sur les formalités pour se déclarer, pour avoir un accès à la santé, etc. Voilà. D'accord. Et peut-être revenir sur le lieu où tu travailles. Est-ce que tu es en contact avec des personnes en situation de handicap? Quel genre d'handicap? C'est quoi ton travail au quotidien, peut-être avec eux? Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle la PSH 34, qui œuvre sur tout le département, donc il y a plusieurs antennes et plusieurs dispositifs. Moi, je suis basé sur le quartier Malbosc à Montpellier. Donc, on accompagne, on héberge donc sur le service dans lequel j'œuvre. J'ai 3 services de 10 personnes, donc 30 personnes. Il y a une partie plus médicalisée où il y a 30 autres personnes qui sont accueillies. Il y a aussi un foyer logement qui héberge 30 personnes. Donc en tout, on est sur 90 personnes. Donc la porte d'entrée, c'est des gens qui ont une orientation de la MDPH, alors, la maison des personnes handicapées, qui depuis peu s'appelle plus comme ça parce qu'ils changent les sigles toutes les 3 semaines. Donc là, c'est la maison de l'autonomie maintenant, la MDA. Donc il faut avoir une orientation de la MDA. C'est des personnes qui, sauf cas très particulier, perçoivent l'AH, l'allocation adulte handicapé, ce qui représente 960 € net par mois. Et donc ils sont... non. J'ai fait une petite devinette, je me trompais dans les chiffres, pardon. Donc 960 € par mois à peu près. Et donc moi, c'est des personnes qui vivent 24 heures sur 24 dans la structure, avec un accompagnement donc, de 7h30 à 22h par une équipe éducative, et la nuit, les veilleurs prennent le relais. Évidemment, c'est des unités de vie mixtes. Alors évidemment, et ce que je disais à Guy tout à l'heure quand on a fait connaissance, c'est que quand j'étais en formation, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'était en 2006, j'ai fait mon premier stage dans un foyer d'hébergement dans le Gard, et le foyer était non mixte. Donc, il y avait d'un côté un foyer pour hommes et d'un autre côté un foyer pour femmes, parce que pendant très longtemps, au niveau du handicap psychique, on ne mélangeait pas. Voilà. Pour dire qu'on est encore dans les balbutiements par rapport à ça. Donc moi, c'est des unités mixtes. On accompagne des personnes qui vont de 18 à 62, 65 ans maintenant avec les dérogations. Et on travaille à développer leur autonomie.
pour revenir sur les termes que tu employais tout à l'heure. Des personnes qui viennent pour une durée courte, ou c'est plutôt Non. des gens qui viennent que sur le long terme? Non, c'est des unités de vie à part entière. Donc, on a certaines personnes, pas toutes, parce que, alors ça serait rentrer peut-être trop loin dans le détail, mais avant, les gens qui rentraient dans ce genre de lieu avaient un parcours presque dès la naissance. Ils allaient dans des IME, des instituts médico-éducatifs. La majorité, ils basculaient en foyer d'hébergement. On a certaines personnes, plus beaucoup, mais qui ont fait tout leur parcours en institution de quasiment la détection du handicap jusqu'à la maison de retraite. Maintenant, on essaye de travailler avec plusieurs courants sur un désinstitutionnalisation. En tout cas, on essaie de travailler à une fluidification des parcours pour justement que les personnes s'essayent, ne passent plus toute leur vie dans des institutions, et on met de plus en plus, il y a le terme à la mode, là c'est l'inclusion, donc on essaye de plus en plus d'avoir des dispositifs un petit peu plus novateurs, avec plus des grosses structures avec des unités d'accompagnement, mais des choses plus ouvertes sur la ville, et avec du travail aussi autour de la mise au travail. Donc, des personnes, certaines qu'on accompagne, travaillent. Moi, j'ai eu accompagner des gens avant d'être chef de service. Je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai eu accompagner des personnes, tous les deux diagnostiquées schizophrènes, qui ont été en couple, qui ont des enfants, qui ont Bon, ça a été le sujet de débats compliqués dans les équipes, de positionnement particulier, parce que ça venait heurter plein de choses sur, sans même parler du rapport à l'intimité, du fait que les gens qu'on accompagnait étaient actifs sexuellement, ce qui pose problème à personne. Par contre, c'est comment on fait après, que les enfants arrivent, et voilà, le couple dont je parle, leurs enfants sont placés depuis, parce que ni l'un ni l'autre n'est en capacité de s'en occuper. Pour autant, c'est des sujets qui restent compliqués, alors qu'ils font partie intégrante de notre quotidien. Qui dit unité de vie, qui dit unité de vie, dit 24 heures sur 24, dit lien, dit rapprochement, dit on a des gens qu'on accompagne qui sont en couple, qui partagent des choses, et on travaille avec. Moi, j'aime bien dire, un éducateur spécialisé, pour répondre à ta première question, il travaille à sa propre disparition. Le but du jeu, c'est qu'on n'ait plus besoin de lui. Voilà. C'est qu'on arrive à mettre suffisamment de choses en place pour que la personne dise c'est bon. J'ai plus besoin de toi, laisse-moi tranquille et laisse-moi avancer. Voilà. On y arrive parfois moins. Ouais, donc le but de les aider à gagner en indépendance, en autonomie, et être un peu le tremplin pour leur permettre de mieux rebondir dans la société et dans la vie. C'est ça, d'avancer pour... dans le meilleur des cas. Après, il y a des personnes qui auront toute leur vie besoin et d'une structure, et de murs contenants, et d'une équipe autour. Et voilà, après, il s'agit d'ajuster le curseur pour... dans le handicap psychique, les personnes qu'on accompagne, on a coutume de dire que c'est pas nous qui savons, c'est les personnes qui nous enseignent. Donc nous, on essaye de se positionner encore une fois, pour être le moins intrusif possible. Là, on va parler d'un domaine où on est un peu plus, de fait. On va rentrer dans quelques minutes. Mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête. C'est comment on place la barrière entre je vais essayer de faire émerger ton désir, ton besoin, de l'évaluer, et de voir jusqu'à quel niveau je disparais pour toi, te laisser prendre la main là-dessus. Dans
sujet, encore une fois, dans lequel... Sur plein de choses, je pense que ça s'adapte beaucoup sur plein de choses, pas que uniquement la sexualité. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Oui, là, j'ai recentré sur la sexualité, mais oui, c'est valable pour tous les domaines. Sexuelle aussi ont cette idée d'apporter quelque chose de temporaire, peut-être, pour pouvoir donner un tremplin et une réappropriation du corps, d'un corps qui peut être trop médicalisé, oui, dans un schéma toujours de rapport de soignant à patient. Et on essaye de proposer une alternative, en fait, qui est un besoin aussi, qui répond à un besoin. C'est chouette que tu dises de soignant à patient, tu vois. On en parlait aussi tout à l'heure quand on a fait connaissance sur la sémantique et sur l'importance des mots employés et du coup ça change l'approche, ça change le prisme quand il y a la notion de soin et de prendre soin, de comment on fait en sorte qu'on prend soin de l'autre, alors par ce biais-là ou par un autre biais. Est-ce que vous pensez que quand on fait appel à un accompagnement ou une assistance sexuelle, ce serait plus par le biais du soin et pas forcément par... voilà. Pour mettre les deux pieds dans le débat, je pense que sur plein de sujets, les demandes sont vachement variées en fait, d'une personne à une autre. Donc moi, en tant que travailleuse du sexe, du coup, j'ai pu avoir des clients qui avaient des handicaps et qui m'en parlaient dès le premier abord, qui avaient aussi une démarche de besoin sexuel animal ou peu importe en fait, mais sans rapport de soin, forcément. Voilà, même des fantasmes que n'importe quelle personne valide peut avoir, les personnes handicapées ne sont pas dénuées de ça non plus. Donc mais c'est oui, chaque cas est un cas et chaque besoin est particulier, singulier. Ça reste compliqué. Enfin, cet accompagnement-là reste compliqué, reste à vous. Genre, je vais parler de la place que je connais, d'où je suis. Les relations qui sont actées, qui sont en couple, nous, il s'agit toujours de mesurer s'il n'y a pas un des deux partenaires qui a une emprise sur l'autre. Voilà, on est garant de ça, de veiller à que chacun soit acteur et en pleine conscience de ce qu'il fait, je dire du possible. Après, effectivement, moi j'ai tendance à dire, pour mettre les pieds dans le plat, qu'effectivement, des fois, si on avait, et puis je pense qu'on est là aussi pour ça, que si on arrivait à avoir un vrai travail thérapeutique, éducatif autour des pulsions, autour du besoin, du désir et introduire aussi les personnes handicapées dans la sexualité, les valides aussi comme des potentiels partenaires pour pas les garder dans un petit cadre tout doux. C'est ça. Voilà. Alors que ce soit, je vais reprendre tes mots de tout à l'heure, mais que ce soit, on a peu d'éducation sexuelle. Je suis complètement d'accord. Je me souviens du cours de bio en 6e, 5e, on découvrait les organes génitaux masculins et féminins, c'était déjà tout un... voilà, maintenant tu tapes trois phrases sur ton téléphone portable, tu as accès à des choses qui sont bien plus trash que les simples organes génitaux. Et pour autant, dès qu'on parle de comment on fait de l'accessibilité, d'intime, on est beaucoup plus prude, je trouve, quand il s'agit de parler d'intimité et d'actes que de le montrer. C'est un gros paradoxe. Après, je pense qu'il faut le montrer pour que justement on en parle. Par introduire par exemple les personnes handicapées dans la pornographie. Voilà, une pornographie du coup inclusive qui. Voilà. D'ailleurs, le premier, il a été diffusé de Canal+, le premier porno en autodescription. Qui est très bien, du coup j'ai regardé. Et donc le sujet était aussi dans le de l'handicap. Oui, du coup c'était vraiment l'inconnu et c'était très bien fait. Voilà, du coup, j'ai pas compris, c'était un porno description. Porno en autodescription. En gros, ils décrivaient, en gros, pour ceux qui ne peuvent pas voir. Oui, c'était bien filmé. Enfin,
différentes. Ouais. Et du coup, bah, le film il est primé par. C'est Anouchka, ouais, par contre, la réalisatrice, je connais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment c'était stylé. Enfin, stylé. Féministe, Ouais. essayer d'inclure. Et c'est vraiment intéressant de voir. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Comment. Et j'ai des collègues travaillent du sexe qui sont handicapés aussi. Ouais, c'est dans la démarche de rendre visible autant la sexualité que le handicap. Parce que comme tu disais, en fait, c'est entre l'éducation et le travail fait dans les centres sociaux, il y a toujours un tabou autour de la sexualité. On veut bien en parler, mais dès qu'il faut mettre ça en pratique et trouver des solutions concrètes, il n'y a plus personne. Donc, Et après, si l'assistance sexuelle était mise en place en France, bah, que des assistants ou assistantes aillent dans des IME ou pour parler de la masturbation à des enfants, à des ados autistes, bah, ça serait mis en place. Ça serait vraiment une volonté aussi de. C'est vrai que bah, ça c'est un monde. C'est vrai qu'on leur explique pas du tout comment ça se passe, comment tu dois bien savoir comment. Pas plus. Et ça serait vraiment un objectif. Au-delà d'accompagner la personne qui a envie de découvrir la sexualité, ça serait aussi une des vertus de la mise en place. Mais au-delà de l'accompagnement dans l'acte C'est sexuel, c'est l'éducation, de l'éducation, de la sensibilisation, autant. Par rapport aux soins aussi, tout à l'heure tu disais, ça sera pour l'axe légal. Je pense que pour mettre en place, c'est important de passer par cet argument-là du médical pour que les autorités, enfin les députés, mettent en place. Après, c'est moins important de garder cette notion de plaisir et pas justement, c'est pas un rendez-vous médical comme les autres. Il y a une vraie notion, enfin après, selon mon avis. Hein. Mais du coup, voilà. Par contre, pour les députés, il faudra vraiment axer sur ça, je pense, si on veut avoir une chance de. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Il y a des vertus thérapeutiques énormes. Enfin, ouais. Ça reste une notion de plaisir. Enfin, c'est la sexualité, quoi. Enfin, non, même et le rapport au corps. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas poser deux cadres? Un cadre plus sexuel, plus personnel, individuel, de aller voir quelqu'un pour son propre plaisir, pour son épanouissement personnel, et un cadre un peu plus thérapeutique qui serait là peut-être légalisé, parce que moi je pense que la personne qui veut avoir accès à une accompagnante ou à un accompagnant, il doit discuter avec une personne référente ou une personne proche du soin au début pour voir quel besoin il a. Et après, du coup, quand il a fait la rencontre, et si ça se passe bien avec la personne, l'accompagnante ou l'accompagnant, là après, on les laisse quand même vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut quand même mettre pour voir de quoi il a besoin, qu'est-ce que peut lui apporter. Après, il faut laisser le truc. toi, tu avais fait appel à du personnel médical, à quelqu'un en particulier avant de passer dans ta démarche? Moi, c'était le néant. Toi, t'as eu une démarche complètement individuelle. Mais après, en fait, moi, je suis quand même pas très handicapé, donc j'ai pas beaucoup de soins non plus. Donc, c'est vrai que je me suis même pas posé la question. Donc voilà, moi, je me suis débrouillé par moi-même. C'est vrai que je connaissais pas, avant d'écrire mon livre, je connaissais pas les assos. On en parlera tout à l'heure, mais je connaissais pas du tout les assos. Donc, c'était plus. Après, il n'y a pas de peu handicapés et très handicapés. Oui, je pense qu'il existe plein de handicaps différents. On en parlait tout à l'heure, autant des handicaps sociaux qui peuvent nous empêcher de s'épanouir dans notre vie intime, autant que des handicaps plus lourds, psychiques. Oui, après, si on joue sur les mots de l'OMS, par exemple. Ouais. Parce que l'OMS dit qu'on a le droit à une aide sexuelle si on est incapable de se faire plaisir nous-mêmes. Enfin, en gros, si on est capable de se masturber. Et donc, il y a des personnes qui ne peuvent pas se. Donc, eux, ils auraient le droit à l'accompagnement sexuel. Et les personnes. Donc, du coup, c'est. Les personnes qui sont physiquement capables n'ont pas le droit. Donc, après, ça, c'est de la sémantique aussi. Et moi, du coup, j'ai un peu étudié les textes de l'OMS. Et voilà. Ça, c'est en train d'évoluer. Là. Toujours pareil, hein, je parle de ma partie entre guillemets, mais avant, on ouvrait droit à certaines prestations. Enfin, on n'ouvrait pas droit, pardon, à certaines prestations si on était physiquement capable de les faire, mais que
psychiquement, on était en travaux, on était empêché. Maintenant, les choses ont évolué à ce niveau-là, c'est très bien. Ce qui fait que il y a des personnes qu'on peut accompagner qui par exemple, sont capables de se laver, mais sans stimulation, ne le feraient pas. Donc, ils ont besoin d'aide pour le faire. On retrouve un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que physiquement, ils pourraient se masturber, mais sans stimulation, ils ne le feraient pas. Alors, c'est peut-être pas le bon mot employé, mais en tout cas, s'il n'y avait pas une éducation dans ce sens-là, moi, ce que je dois mesurer, alors, c'est là où ça fait débat sûrement, et puis il faut ouvrir la parole sur le sujet, c'est jusqu'à quel point on est intrusif et jusqu'à quel point on ne ferait pas plus de mal que de bien dans notre bienveillance ou dans notre présupposé, dans notre représentation. Tu dois avoir accès forcément à la sexualité, il y a des personnes qui sont tellement, surtout dans le trouble psychique, qui sont tellement hors corps, j'allais dire, mais c'est le cas, mais qui n'ont pas accès à ce genre et pour qui ça va avoir plus des effets négatifs que d'autres choses. Donc, oui, parce qu'ils n'en font pas, ils n'en ont pas c'est ça, il y a pas demande, besoin, ça on a en besoin. pas, oui. Par contre, il y a tout un tas de gens, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je me souviens qu'il y a encore pas longtemps, on a déménagé un monsieur là d'une chambre à une autre. On a pris, il y avait plein d'affaires et tout, il y avait un sac plein rempli de DVD porno, et du coup là tu vois qu'il y a une pratique très utilitariste, je sais pas comment on dit, tu vois, où c'est plus pulsionnel, et il n'y a pas d'éducation qui a été faite dessus, qu'il n'y a pas de discussion, et je pense que dans son rapport à la femme, il n'y a rien qui est fait. Oui, tu vois, oui. Je pense qu'il faut de la construction, voilà. la déconstruction avant de pouvoir lancer, même pour les jeunes enfants. Aujourd'hui, avec l'accès au numérique assez facilement, le porno est largement répandu dans la jeunesse, et souvent avec sans explication, sans prendre. Et ça, c'est même pas sur la focale handicap. Enfin, je veux dire, c'est tous les gamins, ce qu'on disait. Je vois, j'ai des enfants qui vont rentrer au collège dans 2 ans. Je suis en panique déjà, parce que je me dis comment faire, quoi. Je vois, tu peux mettre des filtres partout et tout. Voilà, Avant de mettre des filtres, il faut en parler. C'est ça. Non, des filtres, pas des filtres. Oui, parce que voilà, mais tu te dis dans la cour et tout ça, en fonction, et voilà, comment on considère l'autre, alors dans les deux sens, hein, parce que l'autre n'est pas un objet, l'autre n'est pas juste un moyen mais c'est un travail d'équipe. Et voilà. La vraie sexualité, c'est du film, on oublie souvent ça avec les films porno. Oui, c'est ça, c'est de la fiction. La fiction, voilà, la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, autant de lumière. C'est ça, et ça, on dit des choses, on enfonce des portes parce que ça se sait, mais pour autant, ça bouge pas trop. Enfin, j'ai pas l'impression. Ça va venir, je pense, avec les générations, j'ai l'impression, on a 22, 23, moi et Guillaume, et j'ai l'impression qu'avec les générations qui sont au lycée et collège maintenant, ils déconstruisent vachement de choses, les questions du genre, les questions de sexualité, et je pense que ça peut que faire avancer ce genre de questions sur la sexualité, le handicap, tout ça. Et pour autant, on a une génération d'écart, donc, je viens de dire par rapport à l'âge. Merci. Et c'est pas grave. Et j'ai pas l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, mais à l'école, il n'y a pas plus de cours maintenant qu'avant sur ça, si, sur la sexualité, justement, alors c'est déconstruit un petit peu sur le jeu, comme tu dis, mais j'ai l'impression que. Non, je crois pas. Je n'ai pas l'impression, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des questions qui doivent être plus approfondies que peut-être à l'époque. En tout cas, donc ça, après, il y a toujours de l'éducation nationale. Ça commence par là, de toute façon, je crois. Oui, ça après, passe par l'éducation de base, mais je pense qu'il y a quand même une démarche de rendre beaucoup plus visibles ces questions-là, et je veux dire, notre démarche, elle est là aussi pour ça, quoi, rendre visible et en parler, et c'est déjà un premier pas pour éduquer sur le sujet, et je pense que c'est vrai que déjà dans la vie en général, on aborde peu la sexualité à l'école ou dans les institutions, alors quand tu es une personne en situation de handicap, tu ajoutes encore un tabou qui fait qu'on n'en parle pas dans le débat public, mais que l'élan global est de démocratiser la parole par rapport à ça quand même.
Je sais pas. Oui, alors je sais pas, je sais pas sais pas si ta dernière phrase je l'exprime, je sais pas si ta dernière phrase si ça rajoute un tabou parce que on le nie souvent, comme on disait quand on a commencé, enfin les personnes, quelles qu'elles soient, handicap ou pas, psychique, physique ou pas, sont des êtres humains pétris de pulsions, d'envie, de besoins et tout ce qu'on veut. Donc ça existe, c'est là. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Encore une fois, je travaille sur des unités de vie, les gens, imaginez-vous, en collectif, 24/24, avec 10 autres personnes, sans parler de... J'ai bossé en Sans parler de la télé-réalité ou quoi que ce soit, tu vois ce que ça donne assez vite. Moi, c'est pareil. Je veux dire, les gens, ils se mélangent, ils se rencontrent, et puis ça, c'est là. Donc, c'est même plus la question de savoir si ça existe ou pas, c'est comment on travaille dessus, comment on met des mots dessus, je crois, encore une fois. Et, voilà, je sais quand. Alors finalement, même s'il y a beaucoup, on accompagne quand même en majorité beaucoup plus d'hommes que de femmes, il n'y a pas une proportion égale. Enfin, en tout cas sur les unités où je travaille. Mais on a quelques couples et où on a aménagé des choses donc, où, à leur demande. Enfin, c'est pas nous, tu vois, qui avons posé quoi que ce soit. Hein. Donc, ils ont des soirées qui sont repérées où ils vont dormir l'un dans la chambre de l'autre. Voilà. Mais jusqu'à il y a encore très peu de temps, ils avaient tous des lits à 90. Tu vois. Et quand tu fais dans ton parce que tu n'existais pas. C'est dans le déni, en fait, c'est le déni. Oui, c'est voilà. C'est ça. D'ailleurs, c'est une question peut-être que nos spectateurs ne connaissent pas forcément. Est-ce que dans les centres, la réglementation, est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à la sexualité des personnes en situation de handicap? Parce que des fois, on parle, on entend dans les journaux des centres qui interdisent les relations sexuelles entre leurs résidents. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être le cas déjà dans ton centre? Est-ce que c'est... Non, mais alors, puis heureusement, heureusement, moi encore une fois, je fais partie d'une association. Les gens, même s'ils ont une orientation et qui sont fléchés par la MDA pour venir chez nous, la MDPH, ils sont en libre adhésion. Donc ils viennent de leur plein gré, souvent parce que la vie dans la cellule familiale est devenue trop compliquée, que les parents ne peuvent plus, ou que c'est pas évident d'accompagner et de vivre au quotidien avec une personne qui a une situation de handicap. Pour autant, toutes les personnes que j'accompagne qui demain me disent je veux m'en aller, alors c'est tant qu'ils ont la lucidité pour pas se mettre en danger par rapport à ça, ils s'en vont. Et donc, c'est la même chose en termes de sexualité, c'est-à-dire que tant que, je redis ce que je disais tout à l'heure, tant que les deux parties en présence, je parle pas de 3 ou 4 encore, parce qu'on n'y est pas, mais en tout cas, tant que les deux parties en présence le font en pleine conscience, qu'il n'y a pas un des deux qui abuse l'autre en termes de tas de choses, de manipulation, comme dans la vie classique. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, puis heureusement, parce que le 21e siècle, et puis voilà, alors tu m'aurais posé la même question, enfin, je suis pas si vieux que ça, mais tu m'aurais posé la même question il y a un de mes collègues il y a 20 ou 30 ans, c'était pas le cas. Effectivement. Alors après, c'est pareil, ça dépend du handicap, ça dépend de. Voilà, il y a des personnes accompagnées qui ont des déficiences intellectuelles. Je ne suis pas sûr, effectivement, que toutes les associations et tous les foyers ont le même discours que nous. Voilà. Peut-être que la question légale rentre en compte de la responsabilité. J'imagine que certaines associations ou centres ont une responsabilité par rapport à leurs résidents et n'ont pas envie, d'avoir cette responsabilité-là, en fait. Légalement, je vois pas comment ça pourrait. Enfin, il n'y a pas de loi qui, heureusement, encore une fois, qui légifère. Alors, ça dépend de quand on parle. Moi, j'ai des gens qui sont sous curatelle et sous tutelle. Je ne vais pas faire un cours de droit sur une mesure de curatelle ou une mesure de tutelle. Enfin, c'est une mesure de justice qui est prononcée par un juge quand une personne n'est pas en mesure de s'occuper de ses biens et de son intégrité physique et psychique. Pour autant, maintenant, depuis, il y a encore des nouvelles lois qui sont passées récemment, mais quelqu'un sous curatelle peut se marier. Quelqu'un sous curatelle vote.
Voilà, et sans interdiction, j'imagine, pour avoir des relations sexuelles, voilà, heureusement, enfin, j'ai envie de dire. Après, voilà, tant qu'on mesure qu'il n'y en a pas un des deux, c'est ça, le curseur est là, hein, la personne ne va pas se mettre en danger ou va pas. Moi, j'ai pu accompagner, puis on m'accompagne encore, j'accompagne des jeunes femmes, ou même des femmes plus âgées, qui sont débordées par leur pulsion et qui là vont se mettre en danger et puis le revendiquer en disant mais c'est mon corps, c'est ma vie, je fais ce que je veux et si je veux enchaîner 15 mètres dans la soirée, j'enchaîne et t'as rien à dire là-dessus. Voilà, on peut commencer maintenant puis on finit le débat à 22h. Suivant de quelle place on se prend, de quelle place on se met, c'est compliqué. Parce que certaines maladies psychiques aussi peut-être provoquent une certaine désinhibition. Bien sûr. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis pas expert, ni psychiatre, ni tout ça, mais de l'expérience et des gens que j'ai rencontrés et accompagnés, il y a autant de cas et autant de rapports à l'homme et au corps que de personnes. Du coup, personne, heureusement, peut statuer en disant pour toi non, pour toi oui, pour toi machin. Et puis, c'est pas de ma place de chef de service ou de cadre. Par contre, effectivement, les familles qui nous confient leurs enfants, c'est des adultes, moi que j'accompagne, mais en tout cas, pour les parents, ça reste leurs enfants, demandent qu'on soit garant de leur sécurité. Voilà. Jusqu'où on garde la sécurité. C'est le curseur, encore une fois là, mais. Le curseur est très large, mais du coup, tu dis heureusement, ça n'a pas de cadre, mais d'un autre côté, il faudrait peut-être un cadre, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un manque de législation, il y a une demande de législation par rapport à l'accompagnement sexuel, pour revenir sur le cœur du sujet, et je pense peut-être pas forcément au sein des centres, mais si on sort un peu du centre... Quand je disais heureusement, c'est qu'il n'y a pas de loi qui l'empêche. Oui, c'était juste après, je te rejoins totalement, et puis je pense là, pour le coup, on va tous les trois raccord là-dessus. De toute façon, on va être d'accord sur plein de choses, mais sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de législation, il n'y a pas d'encadrement, c'est tellement au début et c'est tellement dans le balbutiement par rapport à ça, mais je veux dire, le travail sexuel, la prostitution, c'est aussi un tabou, c'est aussi la législation est étonnante, moi je trouve, sur qui on condamne, il y a une espèce de culpabilisation là dans les deux sens qui est de mon point de vue une hérésie, sous prétexte de protéger les travailleurs sexuels. On est devenu sur du très répressif et qui renforce l'inverse. Du coup, voilà, il faut ce qu'on fait là, il faut communiquer, il faut ouvrir le débat. En tout cas, pour ça, je crois. Moi, j'ai eu la chance de commencer à lire ton livre parce que quand on m'a proposé le débat, je voulais savoir toi, en parler un peu plus et puis ça m'intéressait comme c'est toi qui a été le point de départ, j'ai l'impression, de cette table ronde. Alors, je n'ai pas fini, hein, je le disais tout à l'heure, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Pour autant, pour l'instant, moi, alors tu l'as dit 2-3 fois, que tu as un handicap léger et charge loin, mais on l'oublie vite. C'est pas le cœur du sujet, j'ai l'impression, de ton livre. Si je me trompe, c'est plus ton rapport à l'autre et à... Julia, je me présenter au lecteur. Non, après, c'est mon histoire et après ma démarche, comment je suis arrivé à faire la démarche, du coup, voilà. Je sais pas si comment t'en es arrivé à faire appel à une travailleuse du sexe, c'est quoi, est-ce qu'à un moment donné, tu as rencontré des freins dans ta vie et qui ont fait que tu as voulu te tourner vers cette possibilité, quoi? Du coup, c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir une relation avec une fille affective. J'ai jamais eu même une fenêtre de tir, je sais pas comment on dit. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu le néant. Et même avec mes amis, je parlais
dès 18-19 ans, maintenant j'en ai 23. Et c'est vrai que dès 18-19 ans, je parlais un peu en rigolant de prostitution, parce que déjà je pense qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait un manque de ce côté-là. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai franchi le pas de faire appel à Alice, enfin, du coup, dans mon livre, vous la découvrirez. Et parce que du coup, il me manquait quelque chose dans ma vie, parce que je pense que quand même, du coup, la sexualité, tout le monde en a envie, je pense. Quelque chose. Enfin, à part quelques. On n'a pas envie du tout, Oui, sexuelle. oui, voilà, oui, mais bon, globalement. Enfin, et du coup, moi, c'était vraiment un manque. Et par exemple, le fait de. Un corps opposé, en fait, c'est vrai que je connaissais pas. Donc, j'avais envie de découvrir. Donc, du coup, j'ai fait la démarche. Et je pense que. Donc, si j'en ai fait un livre, c'est que ça a dû être positif pour moi. Et moi, je trouve que ça. Du coup, si vous voulez acheter mon livre, vous verrez que j'ai des petits problèmes psychiques. Enfin, du coup, ça, je le développe. Et je pense que du coup, ça m'a débloqué des choses au niveau même de mon corps, parce que du coup, on en parlait tout à l'heure. Du coup, avec Alice, mon escorte, enfin, du coup, j'ai travaillé elle a travaillé avec moi mon approche à mon corps, comment je le percevais. Donc, du coup, c'était vraiment. Donc, du coup, je regrette pas, et ça m'a donc donné envie d'écrire un livre, et voilà. Mais du coup, c'était vraiment un manque et une découverte. Je voulais découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que, vu que je suis quand même globalement dans un milieu, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un de normal. Donc autour de moi, tout le monde avait une sexualité. Enfin, tous mes amis, mes frères et sœurs, ils ont tous des copines, des femmes. Et donc, moi, il me manquait quelque chose. Et donc, du coup, j'ai fait cette démarche-là. Voilà. Et avec des objectifs précis. J'ai une petite question. Si on t'avait proposé, par exemple, avant que à ce moment-là, peut-être avec 18-19 ans, tu commençais à parler de prostitution, de travail du sexe. Si tu avais eu l'occasion d'avoir un accès à un accompagnement sexuel avec une personne de la PAS, de Corps Solidaire, cette association-là, est-ce que tu aurais préféré? Est-ce que tu aurais préféré aussi? Bonne question. Peut-être que c'était peut-être un peu trop tôt. À 18-19, j'avais peut-être un peu ma fierté. Peut-être que je vais y arriver tout seul. Peut-être que j'aurais. Bon, après, je pense que c'était peut-être. J'avais peut-être encore. Je pense qu'à 22, j'étais un peu désespéré. Donc je me suis dit. Oui, il y a toujours le côté culpabilité qui tourne autour de la question. On culpabilise les gens d'un côté comme de l'autre là-dessus. Et je pense que c'est important de déconstruire tout ça et de se dire que enfin, c'est pas parce qu'on cherche un accompagnement que c'est forcément de culpabilisant et négatif. Oui, c'est pas une finalité. C'est, comme tu dis, c'était avant tout de la découverte et un manque. Et tu as trouvé par l'assistance sexuelle un moyen de mieux t'épanouir par la suite, j'imagine. Et après, oui. Et voilà. Oui, je suis d'accord avec ça. Et est-ce que tu penses que c'est peut-être par rapport le handicap dans la société, je parle hors des centres, mais plus tu dis que tu as toujours bien été intégré dans l'école, dans tes formations, ta famille, tes proches. Est-ce que tu sens que c'est quand même par rapport à ton handicap qu'à un moment donné, il y a eu... est-ce qu'on t'a déjà parlé de sexualité en fait? Ma question c'est plutôt, est-ce que ton handicap t'a bloqué par rapport à ça? Du coup, non, c'est vrai que par exemple, ma famille, du coup, avec la sortie du livre, maintenant on en parle presque naturellement. Du coup, on en parle naturellement. Enfin, on parle d'Alice, ma sœur et tout. Et c'est vrai qu'avant, je pense qu'ils étaient peut-être. C'est vrai que ma famille, ils avaient tous leurs copines et leurs copains, ma sœur. Et moi, c'est vrai que du coup, on en avait parlé. Et, ils ont découvert avec le livre, tu crois? Le manque que tu évoques là. Ils ont pris conscience là ou... Oui, ma soeur elle m'a dit que c'est vrai que tu as quand même vraiment bien décrit des fois son état d'esprit, et c'est vrai que du coup maintenant, après du coup ma soeur elle l'a appris au-delà du livre. Hein. C'était après que du coup moi je me suis mis à écrire un livre. Mais c'est vrai qu'au départ quand elle a appris de base que je voyais Alice, elle était en colère contre moi parce qu'elle. Enfin, oui, après voilà. Et là, du coup, en lisant mon livre, elle a dit: ah, effectivement, je comprends. Il y a certains.
t'es rentré en détail, je comprends mieux pourquoi. Et donc c'est vrai que je pense que ça a été utile. Attends, alors, tu me dis si je suis trop curieux. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'elle était en colère, pourquoi? Parce que du coup, comme tu as mis des mots sur la démarche, elle a compris la démarche, ça je comprends, mais qu'est-ce qu'il a Non, été après, en en colère, c'était pas. Mais disons je pense qu'elle avait peur aussi, un mélange de colère et un peu de peur. Parce que c'est vrai qu'elle devait se dire, en tant que grande sœur, peut-être qu'il se fait avoir par Alice, est-ce qu'il se protège? Mais oui, et puis je pense après, je pense qu'elle voulait que j'ai une sexualité normale, enfin, même si normale ne veut rien dire. Mais donc, du coup, je pense que c'est dans cette. Quand je parle de colère, c'est plutôt dans ce sens-là. Non tarifé, quand tu dis non. Oui, voilà, oui. Mais c'est vrai que voilà. Et c'est vrai que pour le coup, d'avoir écrit ce livre, d'avoir ouvert le débat avec ma famille, ça a vraiment ouvert le débat. Oui. Et ma mère, elle valide presque Alice. Enfin, même si elle espère que je le trouverai comme ma soeur. Est-ce que vous pensez que le tabou autour de l'accompagnement assistant sexuel, il y a aussi par rapport à l'échange monétaire, qui est quand même une question qui revient souvent en fait. Je vois que dans certains pays, on a même mis en place des systèmes de remboursement par la sécurité sociale. Est-ce que vous pensez qu'en France, on peut arriver à quelque chose comme ça et que ce serait nécessaire d'arriver à quelque chose comme ça pour démocratiser cet accompagnement? Et peut-être Déjà, les pays en question, c'est les Pays-Bas notamment, en termes de. Juste pour faire une idée. La Suisse aussi. Oui. Mais la Suisse ne rembourse peut-être Non, pas. oui. Oui. Moi, j'estime après que le travail sexuel et les échanges, surtout de sexe et d'argent, s'étendent en fait au travail du sexe, mais aussi dans les relations entre les gens dans un monde capitaliste. Forcément, il y a des couples qui se basent sur un échange économique, voilà, l'amour n'est pas forcément tout beau parfois, même si ça reste une belle chose. Voilà. Ouais, il y a autant de mariages et de relations différentes. Ah oui, l'échange économique sexuel ne se limite pas non plus à la prostitution, hein. C'est totalement faux. Oui, on peut compter le nombre de mariages arrangés ou de relations qui sont basées sur un échange économique, même s'il n'est pas montré comme tel Oui, et puis là, la différence, c'est que c'est concret. Oui. C'est quelque chose de même contractuel. Je suppose que tu as dû élaborer peut-être avec Alice un rapport par mail. Ouais. Oui. Et donc discuter de ce qu'elle faisait elle, de ce que tu avais envie toi pour pouvoir que tout soit limpide. Oui, après on s'est au téléphone, après on s'est rencontrés. Oui. Et voilà. Parce qu'on touche quand même quelque chose d'assez délicat, parce que j'imagine que quand on fait appel au travail du sexe, on ne crée pas une longue relation, mais en même temps, on touche à l'intimité, à la sexualité, au plaisir de la personne. Donc c'est peut-être important d'essayer de trouver un équilibre entre... ce sera pas une relation sur le long terme, enfin ce sera pas une relation, j'entends dans le sens une relation de couple, mais d'un autre côté, on touche à quelque chose de très intime. C'est peut-être là la complexité à parler de ça. Ouais, oui, en effet. Après, par exemple, aux États-Unis, ils limitent parce que là-bas c'est légal, ils limitent à 6 rencontres pour au niveau de l'affection, enfin, au niveau de pas trop s'attacher. Voilà. Mais oui, après, c'est vrai que moi, dans le livre, je le décris faire l'amour sans sentiment, c'est pas anodin et c'est pas évident. Mais c'est très commun aussi. mais moi, après, je balance quoi. Et donc, après, voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il faut bien trouver le juste milieu. Et après, dans le livre, Alice, on a une bonne relation, je le décris assez bien. Pour mettre les barrières. Ouais, les travailleurs du sexe en général ont un bon lien, plus ou moins, avec leurs clients. Le problème, ce sont les agresseurs et pas les clients. Et dans une démarche où évidemment on discute de tout ce qui se passe, il n'est pas censé y avoir dépassement du consentement, tout ce genre de choses. Voilà.
Peut-être que la question du consentement, t'évoques le consentement, c'est aussi une question qui revient beaucoup dans l'accompagnement sexuel, de comment accompagner une personne, par exemple, à se réapproprier son corps, à découvrir son corps, tout en respectant son consentement. Ouais. Ouais, c'est pour ça que les associations font super bien leur boulot parce qu'elles bossent avec les familles pour pouvoir vraiment comprendre les attentes des personnes qui les contactent et pour après faire le lien entre le professionnel. Oui, après, et du coup, c'est vraiment important que à la fois le bénéficiaire, par la personne en situation de handicap, et l'assistante, ils soient d'accord. Par exemple, et avant la première rencontre, ils se sont en visio, bien à la fois qu'ils parlent de leurs besoins, qu'il y a un bon feeling en termes de relation. Et ça, c'est vrai que c'est primordial avant une première rencontre. C'est vrai que les assos font un gros travail. Et vous parliez de formation aussi, non? Oui, il y a une formation en France faite par la PAS, du coup. Et chose aussi, les deux. Okay. Et chose donc, du coup, et c'est basé sur la formation suisse, globalement. Et il y a 100 heures de formation. Ouais. Et donc, du coup, c'est tout type. Enfin, du coup, il y a à la fois du juridique, par exemple, par rapport au travail du sexe. Du coup, ça reste interdit. Ouais. Après, il y a un rapport au handicap global. Oui. Et par exemple, dans le handicap moteur, handicap psychique, du coup, il y a des professionnels qui viennent donner donner un peu pas des leçons, mais oui, des cours sur la prévention. Et après, il y a aussi des kinés qui viennent par rapport au rapport au corps, non plus comment on fait pour du coup, pas faire mal, parce que du coup, c'est quand même. Après, parce que du coup, les assistantes et les assistants, ils ont quand même des peurs aussi. Du coup, il faut travailler parce que c'est pas anodin d'accompagner une personne à découvrir, voilà. Et donc, du coup, la formation a l'air bien, du coup, elle a l'air bien. Et moi, du coup, dans mon livre, vous pourrez retrouver une interview d'une assistante formée par l'asso Chose. Du coup, elle témoigne dans le livre, afin de mieux comprendre le pourquoi du comment elle a aussi, pourquoi elle a décidé d'aller vers ça. Donc, du coup, il y a à la fois des travailleuses du sexe qui deviennent assistantes, et après, il y a aussi des gens plus ou moins du médical qui décident de faire cette démarche. Moi, la personne en question, elle était animatrice sociale. Donc, par exemple. Okay. Il y a une vraie distinction, alors toujours dans ma culture, parce que là je découvre ce que vous dites, il y a une vraie distinction donc, entre travailleuse du sexe et accompagnante sexuelle, ou pas? Le problème, c'est que ça reste interdit en France, mais. Moi, je ne la fais pas par souci de hiérarchiser les métiers du travail sexuel, en fait, qui sont vachement vastes. Donc, quand on parle de travail sexuel, on parle d'actrice pornographique, de actrice etc. Et la liste est longue. Et pour moi, l'accompagnement sexuel en fait partie parce que j'y suis venue et parce que les clients en fait, que je rencontre peuvent être aussi dans une situation de handicap. Et donc, en discutant avec eux de leurs demandes, je me suis moi-même formée en fait, sans avoir besoin de passer par la formation à passe officielle. Oui, mais moi, finalement, avec Alice, on a aussi fait un travail sans que ça soit assistant. Oui. On a fait un travail de discussion, en fait, ce qu'il devrait y avoir dans toute relation sexuelle, en fait. À partir de mes besoins, et on a fait un... Ouais. Et c'est vrai que, parce qu'il y a aussi tout ce côté de dialogue dans... Parce que du coup, c'est vrai que avec moi, je parlais avec personne de sexualité. Parce que du coup, j'avais honte, en fait, aussi d'avoir rien. Et du coup, avec Alice, moi, ça m'a permis de parler de sexualité librement, sans... Ouais, de diaboliser un peu... Mira a raison, parce qu'il y a aussi ce côté dialogue. Vous m'avez tous les deux, quand on a préparé un petit peu le débat tout à l'heure, quand on a parlé remboursement et tout ça, vous m'avez tous les deux regardé en disant qu'est-ce que... je sentais que j'ai dit une bêtise, je disais une bêtise. Alors, j'en reviens quand même. Parce que tu connais vraiment des réalités aussi. J'ai l'impression, voilà, si on est toujours sur le débat de démocratiser, d'ouvrir et de rendre accessible pour des gens qui n'ont pas accès à la sexualité, je prends les personnes que j'accompagne qui vivent avec une AH, qui ont l'hébergement payé et tout, donc il y a un reste à vivre par mois qui est
somme toute réduit, même si on est quand même dans une société qui prend en charge les personnes en situation de handicap, donc c'est très bien, je ne reviens pas là-dessus, mais pour autant, ils n'ont pas des moyens pas possibles. Je reprends, pour ça que moi je hiérarchise, mais parce que je ne connais pas, mais l'accompagnement sexuel tel que vous me décrivez en termes de réappropriation du corps, en termes de travail, il y a un truc thérapeutique. Enfin, oui, il y a un truc thérapeutique dans la sexualité. C'est un lieu de catharsis total, en fait. Et du coup, ça ne choquerait pas que ça soit remboursé parce que c'est un soin. J'ai l'impression que ça permettrait à certaines personnes de... Ça serait un peu validiste aussi comme façon de faire, parce que du coup, comment expliquer ça, ça distinguerait vraiment les personnes valides encore plus des personnes handicapées. Et ça donnerait en fait comme opportunité directe aux personnes en situation de handicap uniquement l'accompagnement sexuel et pas forcément les possibilités d'amour, d'inclusion dans une société qui est hyper validiste justement. Après, ça serait validé que ce soit un peu un rendez-vous médical. Et donc, et après, d'après moi, quand même, ça reste un moment de plaisir différent de, par exemple, la kinésithérapie ou quoi que ce soit. Et là, ça reste un moment plus de plaisir. Et en plus, même, je trouve que par rapport aussi à l'assistante, il y a une notion de plaisir entre les deux qui doit exister. Et si y a un remboursement, moi je trouve que ça fait un côté. Ça me dérange. Et après, il y a aussi une réalité, c'est que déjà on est très loin en France au niveau de la légalisation tout court, on est très loin. Donc le remboursement, faut pas fumer quoi. Faut pas rêver, normalement, il faudra beaucoup de temps. Mais après, en soi, c'est vrai que normalement, c'est pas bête comme. Ça serait pour l'accès. Et c'est vrai que quand on pense au moins, c'est vrai que les personnes handicapées n'ont pas des moyens fous, donc c'est vrai que. Mais voilà. Et après, ça garde aussi une notion de liberté. Moi, la personne, elle est libre. Voilà. Je trouve que voilà, ça serait un peu fou de le faire. D'accord. Après, peut-être que tu dis d'abord on légalise et après on rembourse. Mais peut-être que justement, le fait que ce soit encadré par l'État et remboursé par l'État, ça permettrait de légaliser. On peut voir ça aussi dans ce sens-là, tu vois. Ça c'est vrai, et c'est vrai que ouais, c'est aussi l'argument de certains politiques que j'ai lu dans mon livre. Et c'est vrai que par exemple, Georges Buffet, la députée communiste, si on passait par le biais remboursement, elle serait peut-être plus. C'est vrai que ça c'est pas fou. Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas? Du coup, tu parlais des Pays-Bas où c'est remboursé, légalisé. Les arguments aussi. L'argument, ça je ne suis pas trop. Mais là, après, il me semble un peu évident les arguments. Du coup, j'avoue que je ne me suis pas renseigné sur le dark. Mais après, les Pays-Bas, le travail sexuel aussi oui, voilà, est légal. Donc, mais c'est vrai que les Allemands, les Allemands, les Allemands c'est aussi légal. Oui. Et eux, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Voilà. Donc, du coup, de trouver entre les deux, de ne pas être la France et de ne pas être les Pays-Bas, d'être entre les deux. Pareil un peu la Suisse, et je pense que c'est le bon. Entre deux, c'est-à-dire que le travail sexuel est légalisé, c'est ça que vous me dites, oui. Je comprends. Parce que c'est forcément lié, c'est lié en fait. Travail, c'est pour ça qu'elle a raison. Et même, c'est pour ça que moi j'en fais tout un chapitre dans le livre, parce que c'est lié. Travail sexuel et assistance sexuelle, c'est lié, il me semble. Oui, oui, toi tu fais pas, j'entends bien, il n'y a pas de différence pour toi, c'est inclus dedans et que c'est en fonction des demandes que tu as eues, tu t'es adapté. En fait, par le fait qu'on n'en parle pas, forcément, les personnes en situation de handicap se tournent vers ce qu'il semble plus accessible. Ouais. Donc les travailleurs du sexe, on rencontre effectivement des personnes en situation de handicap sans avoir une formation. Oui, voilà. Mais du coup, tu vois, moi je suis naïf, puis je revendique. Et je rêve même, mais je me dis que si justement on ouvrait, on systématisait les formations et qu'on basculait, alors, vous avez l'air de dire tous les deux, je l'entends, mais je ne suis pas d'accord, que ça serait entravant et que ça serait liberticide presque, que si un remboursement sous-entendrait, tu vois, quelque chose comme ça. En fait, ce qui est liberticide, c'est de mettre le travail sexuel sous un tapis et de juste
éluder totalement cette question Et puis- en pénalisant le client parce qu'il est considéré. Alors ça, je suis d'accord, ça, je te rejoins tout à fait, mais du coup, si j'ai bien compris qu'on en est long, mais si on commence par une légalisation et qu'après, il y a effectivement un encadrement avec des formations, comment dire, repérées comme telles, il faut pas repérées comme telles et puis identifiées, peut-être, je veux dire, les deux pourraient coexister, tu vois, qu'il y ait des gens qui fassent appel à une accompagnante sexuelle et d'autres à une travailleuse. Moi, j'ai l'impression que vraiment, quand on parle de sexualité et d'échanges économico-sexuels, on voit vraiment les hiérarchisations, donc la travailleuse du sexe, escort girl, qu'on préfère appeler escort girl d'ailleurs, et la prostituée de bas étage qui bosse dans la rue, qu'elle soit, et on fait souvent l'amalgame aussi entre l'exploitation et le travail sexuel. Donc, dire que l'accompagnement serait légalisé par rapport à au travail sexuel, où il y aurait toujours un regard négatif, ça mettrait des personnes dans la... Je pense que ça précariserait encore plus les conditions de travail des travailleurs du sexe actuellement, qui sont déjà hyper compliquées. Voilà. Pour reprendre une question de nos spectateurs, les formations d'accompagnement sexuel, pour l'instant, pour revenir un peu sur vraiment le concret, elles sont ouvertes à toutes les travailleurs et travailleuses du sexe, seulement à ceux qui sont sensibilisés au problème, ou est-ce que, par exemple, moi qui n'ai jamais travaillé dans ce milieu-là, je pourrais aller à la PAS et demander de faire une de ces formations? Ah oui. Il me semble, mais je peux pas garantir à 100%. On a une copine en commun qui a fait la formation et qui m'en a parlé un peu. Et du coup, oui, c'est accessible vraiment à tout le monde. Après, évidemment, pas pour de mauvaises raisons. Voilà, il faut quand même avoir des entretiens avec les personnes avant d'accepter de les prendre. Il y a quand même des conditions d'accès aussi. Oui. Parce qu'il peut y avoir de l'exotisation des personnes en situation de handicap, ça peut être un fétiche. Voilà, donc ils essayent quand même de faire... Oui. Il y a quand même des conditions d'accès. C'est avoir plus de 25 ans, avoir un travail à côté, pas dépendant, et avoir une vie, une vie privée aussi. Ah oui, mais il faut que le mari ou le partenaire soit au courant. Ça, je trouve ça petit. Mais c'est peut-être pour éviter une question de dépendance sexuelle, que ce soit d'un côté ou d'un autre, ou la question de l'addiction aussi. Par rapport au livre, moi, par exemple, oui, par rapport à Alice, moi, ça m'a beaucoup. C'est vraiment. Du coup, elle a un mari, donc ça m'a vraiment. C'est utile, je trouve. Tu trouves que ça a été utile? Oui, pour la distance, je trouve que ça. Je sais pas, après. Je sais pas. Peut-être que ça dépend de chacun, chacune, en fait, de quelle distance on a envie de mettre dans cette relation pour qu'elle ne nous rende pas dépendants émotionnellement. Oui, ça veut dire aussi que tu es obligé d'annoncer ton métier dès que tu rencontres en fait quelqu'un qui t'a envie d'envisager une histoire. Ouais, donc ça se discute. Et peut-être pour revenir, parce qu'on parle beaucoup des formations, donc c'est l'APAS, qui est une association de travailleurs et travailleuses du sexe. L'association pour promouvoir l'accompagnement sexuel. Et ça a été créé par Marcel Nuss. Et il est très connu, il a écrit un livre très connu. Et donc là, c'est la grosse asso. Et après, moi, dans le livre, il y a chose. C'est pour ça je suis incapable de dire le sigle, parce que c'est long. Mais c'est la deuxième asso qui travaille avec une asso suisse. Une très bonne asso suisse. Et en fait, il travaille en commun avec, par exemple, l'APF, l'AFM ou le GIP. Donc, quand même, ça regroupe. Donc, c'est aussi une belle asso. Ça va rien dire. Et la passe, on m'a dit 50, 60 assistants formés et 20 sur la chose, il me semble. Sur le territoire, on parle, sur la France. Depuis 2015. D'accord, tu vois, c'est quand même relativement. Et ces formations, elles sont payantes, libres d'accès? Est-ce que. Parce que vous parliez qu'il fallait plus ou moins avoir une vie stable et une vie personnelle derrière. Est-ce que aussi il y a une rémunération? La formation est payante, la formation est à 1 000 €, il me semble. Ça se passe en plusieurs. Il y a 4 formats, je crois. Ouais, peut-être, ouais. 4 formats. Et ensuite,
Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs repenser, si on reprend l'idée de remboursement, si les personnes en situation de handicap qui sont dans la demande sont remboursées par l'État, est-ce qu'on ne pourrait pas venir vers l'idée que le travail du sexe, les travailleurs et travailleuses du sexe qui demandent à faire cette formation en plus, cette formation soit elle-même prise en charge par l'État en tant que peut-être soin du coup, ou pas Oui, ça, d'ailleurs. Mais on pourrait penser de légaliser des deux côtés, en fait, pas forcément légaliser que du côté du handicap, mais aussi du côté du Et après, travail du sexe. on a oublié de dire aussi, c'est que du coup, la PAS, dans la convention, il préconise pour 1h30 d'accompagnement, que ce soit aux familles ou aux ceux qui sont formés, pour 1h30 d'accompagnement, 150 €. Ils préconisent, donc après, les personnes elles sont un peu libres, mais eux ils préconisent et bon, vu quand même qu'ils sont écoutés, je pense que voilà. Après, je sais que moi, pour ma part, j'ai pas mal de collègues qui proposent aussi de l'accompagnement sans forcément avoir fait de formation comme moi. On est toujours dans l'écoute avec nos clients et on apprécie, on est conscient qu'il faut prendre plus de temps pour rien que ce soit en fait pour les choses pratiques comme faire un transfert, etc. Forcément, ça prend du temps sur la prestation. Et pour parler concret, hein. Et donc on n'est plus laxiste sur ça. Pour la plupart, après je peux pas me positionner pour toutes, évidemment. Moi, allez, si je la vois 2 heures minimum, si je peux, pour les téléspectateurs. Et donc pour revenir un peu aussi sur les centres, est-ce que dans ton centre, on a déjà fait appel à un accompagnement, une assistante sexuelle? Est-ce que du coup, on a regardé si elle avait eu cette formation à la PAS, tout ça Enfin, pas que je sache. Non, pas que je sache. Non. Je souris tellement on est loin de ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors après, un peu pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, de liberté, de libre adhésion, et qu'on suit le besoin, c'est-à-dire qu'on n'induit pas. Alors, et qu'on ne propose pas d'accompagnement sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, et ça ne veut pas dire que suite à ce débat, je vais pas me... Je pense qu'il faut en parler Oui, d'abord, voilà. pour que les gens se positionnent et mettent une envie particulière, il faut qu'ils soient au courant que ça existe. Il y a différentes lois qui sont passées, bon, maintenant qu'on 20 ans presque, mais sur la participation des personnes en situation de handicap, sur le fait qu'ils sont au cœur de leur accompagnement. Et du coup, il y a des instances qui ont été mises en place. Maintenant, c'est acté dans quasiment toutes les institutions, avec des conseils à la vie sociale, ou des réunions systématiques résidents, ou des projets personnalisés où on essaye d'être au plus près des besoins des personnes qu'on accompagne. Il n'y a pas d'item, pourtant les items, il y en a plein, il n'y a pas d'item sexualisé. Et je vous le dis, j'en prends conscience là, je ne m'étais jamais même posé la question avant. Mais là, voilà, je me rends compte qu'à aucun moment, moi ça fait maintenant pas mal d'années que je fais ce métier, que j'accompagne des personnes en situation de handicap. Alors j'ai eu à accompagner des gens, mais en cas particulier. Voilà, monsieur qui me demandait, qui était... Alors des fois j'ai même soumis à mes équipes de direction quand j'étais plus sur le terrain, est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner... alors je vais vous dire, j'ai une culture faible sur Montpellier, que c'était aux Arceaux ou je ne sais où, tu vois, accompagner quelqu'un parce que je ne le sentais pas capable, ou il avait trop peur d'y aller seul, donc je dis ça, ou dans un salon de massage, là, ce que je te racontais, ou ce genre de choses. Ça n'a jamais abouti. Ça ne veut pas dire je nie oui ni non. On m'a dit, ça a donné lieu à des discussions sur la plus-value, le truc qui ont fait que ça n'a jamais, tu vois, ça a jamais... Donc non, on est loin de ça. On est loin de ça, mais effectivement, je pense que si dans les réunions à thème là, qu'on a avec les personnes qu'on accompagne, les résidents, si on leur demandait, je pense qu'on aurait les mêmes réactions que quand on aborde ce thème avec des collégiens ou des lycéens, tu sais, où ça commence par ricaner, et puis après ça débat un peu plus, mais il y aurait peut-être ça sûrement. Mais ça pourrait être intéressant, effectivement, de dire
voilà, leur rapport à la sexualité pour ceux qui en ont une, et puis si on leur proposait, si on leur permettait d'avoir accès à un travailleur ou une travailleuse sexuelle, parce que je reprends ce qu'on avait dit en préparation aussi, pour l'instant on parle que d'un côté, vous avez vu, hein, c'est que des travailleurs sexuels, quoi. Il n'y a pas de travailleurs sexuels. Moi, je prends en compte. Oui, mais je pense que tu vois, c'est peut-être intéressant qu'on en parle aussi, mais du coup, enfin voilà, moi je serais curieux de voir les effets, enfin, rien que là, comment on va peut-être ouvrir un peu plus la parole, et puis voilà, je pense qu'on fait une table ronde dans 2 ans, puis on en reparle. Il y a peut-être un travailleur sexuel qui sera salarié dans l'association. Je rêve, moi. Mais du coup, tu dis que vous ne proposez pas pour l'instant, mais est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que des personnes en situation de handicap vous ont déjà demandé qu'elles voulaient aller voir quelqu'un? De façon très très anecdotique. De façon, j'ai peut-être eu, moi, personnellement, 1 ou 2 demandes en 10 ans. Voilà. Et puis, parce que j'avais créé un lien particulier avec la personne, ça a pris un temps certain, qui s'est livré, qui me disait qu'il avait. C'est un monsieur qui n'arrive pas à justement garder son argent, qui dépense de façon pulsionnelle, et qui a 2 fois 20 ou 30 euros par semaine là, et il va aller dans les cabines ou au sex shop pour aller voir des films, et il pouvait rentrer à 14h et sortir à 18h, quoi, voir 3 fois le même film sans problème, et c'était voilà, des fois il ne bouffait pas pour. C'était un trop-plein vraiment qu'il avait. Ah oui, clairement, et il ne bouffait pas pour se payer ça. Voilà. Et il y a plein de choses. Donc je me suis rendu compte après qu'il ne fallait pas que je donne rendez-vous certains jours, parce que c'est les jours de sortie de quand j'ai récupéré l'argent, et puis du coup je l'attendais, parce qu'il n'y avait pas photo entre un rendez-vous avec moi et puis le film. Ouais, ça a été vachement dans l'accueil du coup. Ah oui, bien sûr. Mais, parce que aussi tu avais créé une relation dans laquelle il a pu se livrer, et donc je pense qu'on pourrait aussi élaborer ce genre de discussion comme des ateliers pour pouvoir aborder la sexualité. Et peut-être qu'il y aurait des choses qui. Je crois qu'on est en train de bouger, c'est en train d'avancer. Mais après, il me semble que la loi, quand même, restreint vachement les possibilités d'agir des associations, des lieux d'accueil, c'est d'où mon idée un peu naïve et un peu saugrenue d'une législation, d'un encadrement, alors peut-être pas d'un remboursement, mais en tout cas, il faut d'une façon ou d'une autre pour éviter ça, parce que si ça reste sous le tapis, si ça reste illégal, ben on va continuer à faire des choses hors couple, et on ne sera jamais considéré comme proxénète en fait oui, l'accompagner. Ouais. Oui, après d'en parler, elle me dit l'assistante que j'ai interviewée, que d'en parler aussi, c'était du pro. Alors non, en parler, non, heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas faire cas de toutes les violences qu'on subit. Ça serait quand même de la part des agresseurs et non des clients. Voilà. Et je pense que ça serait un danger, vraiment, de ne pas en parler. D'accord, en parler, oui. En plus, pour les personnes qui vivent ce métier. Peut-être qu'il n'était pas en parler, peut-être de ce. De faire de la prosélytisme, oui. c'est ça. Peut-être revenir sur ce que vous dites là, c'est peut-être pas cher pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui est légal et pas légal en fait, par rapport à ça? Par rapport à la loi de 2016. Oui. La loi de 2016, c'est la pénalisation du client globalement. Voilà, c'est ça. C'est le virage, on a pris un virage complètement abolitionniste. Ouais, c'est calqué sur le modèle nordique en fait de pénalisation des clients en cas de viol. Donc toute personne sollicitant des services sexuels est considérée comme coupable et doit suivre un stage de remise de bonne conduite et qui doit payer une amende, voilà. Après, il y avait des choses intéressantes dans ces quoi? Les parcours de sortie. Alors les parcours de sortie, les résultats, ça n'a pas été efficace. C'est 300 € moins que le RSA et c'est conditionné sous l'arrêt de toute forme de. Et les juges, et en plus, les juges, des fois, ils mettent du temps à mettre les décisions. Voilà. Quand on dit parcours de sortie, c'est quelqu'un qui se prostituerait pour l'aider. Voilà. C'est la prime pour sortir de la prostitution. Voilà, parce que c'est. Oui, c'est ça. Mais non, ça, c'est pas bête, c'est quand même. Il faudrait surtout si en fait, en cas d'exploitation sexuelle, dans ce cas-là, il faut. L'immigration, oui. Oui, parce que la migration en fait entraîne l'exploitation sexuelle parce que les personnes sont privées de leur papier et donc du droit de pouvoir porter plainte, du droit de pouvoir
exister en fait, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de recours. Alors que si le système français pouvait aider ces personnes-là, car elles les considèrent comme victimes aujourd'hui, et leur donner un accès aux droits, aux papiers, à une Ouais, nationalité. c'est vrai que les juges, ils font pas bien leur travail. Enfin, oui. Est-ce que c'est le travail de ton syndicat peut-être? Parce que Alors, nous, on se considère comme des travailleurs indépendants, donc on n'est pas exploités, on n'est pas des travailleurs forcés. Enfin, travailleurs forcés, des esclaves en fait. Il y en a de l'exploitation, et ça dans beaucoup de secteurs, sauf que souvent on fait le lien entre travail sexuel, prostitution, travail forcé. d'accord, en fait, mon idée, c'était plus de te demander si, au sein du syndicat, enfin, des fois, il y a des gens qui viennent vous voir peut-être parce qu'ils ont perdu leurs droits, justement, et que vous les aidez à retrouver, Oui. à retrouver leurs droits et à retrouver des papiers, en fait. J'imagine que peut-être... On a un service juridique qui essaye d'accompagner les personnes dans la démarche d'obtention des papiers, au niveau des CIMAD, etc., de faire les démarches qu'il faut, mais en général, c'est pas concluant. Après, on essaye aussi de faire comprendre que c'est légal de se déclarer en France et qu'on est tenu de se déclarer et de payer des impôts en tant que travailleur du sexe, donc ce qui devrait logiquement nous donner le droit à une nationalité. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très paradoxal. Il faut que vous soyez reconnu Ouais. par l'État et que vous ayez un statut, mais en même temps, on ne veut pas vous accorder ce statut. Et puis le client pénalisé aussi, je pense. Ouais. C'est ça. C'est que tu peux avoir un statut, enfin tu as Oui, un moi, je suis statut, déclarée. tu as un statut, tu es Oui. déclaré, tu es travailleur indépendant, Oui, mais les du clients coup, sont tu n'as pas pas de client. C'est ça. Bon. Je pense je suis ravi qu'avoir. C'est hallucinant. D'accord. Je savais pas ça. Et mon bailleur est une proxénète, alors qu'il n'est pas au courant de ce que je fais. Mes anciens colocs étaient des proxénètes aussi. Eh oui. Le fait de partager aussi Eh oui, une d'accord. vie avec une travailleuse du sexe est considéré comme du proxénétisme. D'accord. De l'encouragement à la prostitution. Ah oui, donc Comme ils sont pénalement tous. C'est ça. D'accord. Toutes les personnes qui me fréquentent. Qui gravitent autour de toi, d'accord. ouais. Du coup, là, non on ne fait rien, non Je te dépanne une cigarette. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Parce que là, D'accord. je te paye un café. D'accord. Ok. Très bien. Je ne sais pas comment on rebondit là-dessus. Ouais, Mais oui, il y a du chemin à faire. Les lois ne sont pas forcément, pas tout le temps hyper claires et super bien ciblées, je pense. Il faut vraiment lutter contre les violences et contre les problèmes aussi sociétaux, comme je pense le racisme aussi rentre en jeu dans l'obtention des papiers. Voilà. Mais là, on sort totalement du coup de l'accompagnement, du travail sexuel aussi, ce que je considère comme du travail sexuel. Voilà. Bah oui et non, parce que en fait, si on légalise pas l'accompagnement sexuel, c'est aussi d'une façon parce qu'on ne donne pas de vrai statut aux travailleurs du sexe. Oui, et surtout qu'on ne donne pas de statut non plus aux personnes qui aimeraient arrêter non plus et obtenir des droits. Voilà. Et actuellement, on est toutes considérées comme victimes du coup par ce fait. Voilà. D'ailleurs, pour rebondir sur un autre point que j'avais envie d'aborder, tu dis toutes, et on va arriver à une question. Je parle pas d'inclusif. Non, mais en tant que féministe, je me pose la question. On parle souvent de enfin, c'est faux, c'est peut-être faux ou peut-être vrai, je sais pas, mais on parle souvent de travailleuses du sexe et d'une demande masculine. Est-ce que c'est la réalité des faits? Est-ce que c'est la majorité? Et je pense par rapport au handicap, est-ce que les femmes en situation de handicap ont plus de freins que les hommes d'aller vers l'accompagnement sexuel? Je pense que la réalité de la prostitution, du travail du sexe normal, il paraît que ça reflète le handicap. Enfin, je pense qu'il y a plus. Oui, ça s'y ressemble au niveau de la demande et de la clientèle, oui. Oui. Mais On après, était en demande aussi d'accompagnement. Donc, dans les sites, il y a des escort boys. Hein, enfin, oui, mais après, c'est une minorité, c'est ça, oui. Ça, c'est une minorité, c'est certain. Oui, il y en a Parce quand même. qu'il y a, je pense, un problème aussi de mise à niveau des sexualités. La sexualité de la femme est vachement opprimée et totalement mise de côté, en fait, depuis longtemps. Donc forcément, on n'a jamais eu l'idée de payer pour des services sexuels. Est-ce qu'on a envie de le faire aussi? Est-ce que, voilà, moi... Moi, quand j'ai commencé mes recherches, je pensais pas que... Déjà, il y en a, mais déjà, moi, c'est une surprise pour moi. Oui, bien sûr, on a des escort boys. Je me disais que justement, on ne parle pas assez de la sexualité de la femme dans la société, on sensibilise, on n'éduque pas assez sur ce sujet. Et j'imagine que pour une femme qui est en plus en situation de handicap, c'est d'autant plus dur d'en parler, peut-être,
je sais pas, est-ce qu'une femme est déjà venue te voir par rapport à cette question-là ou des collègues? Non, j'ai peu d'expérience. Les femmes qu'on accompagne et qui sont sexuellement actives n'ont pas besoin de nous. Et du coup, là, pour le coup, quand on intervient, c'est pour les protéger, à l'insu de leur plein gré, si j'ose dire. Voilà, j'ai une dame en mémoire, là, qui fumait beaucoup et qui, pour 3 paquets de clopes, était généreuse, si j'ose dire. Avec l'ensemble et alors, peu importe la personne qu'elle avait en face, du moment qu'il y avait un paquet de clopes. Et du coup, là, alors, c'est difficile aussi d'intervenir là, clairement, parce que c'est ma vie, je fais ce que je veux, de quoi m'empêcher, et en même temps, voilà. Tu vois, on est au cœur du truc. J'ai envie de dire, mais c'est ma représentation et le peu d'expérience que j'en ai pas, tu vois, pour répondre à ce que tu dis, mais un peu ce que dit Guillaume, c'est les femmes qu'on accompagne, qui ont des envies ou des besoins, le font. Et trouvent, alors, de ce que je sais, du peu d'expérience, trouvent le moyen de répondre à ses besoins et à ses envies. Dans l'autre sens, c'est pas le cas. Plein d'hommes que j'accompagne qui, un peu ce que décrivait Guillaume, à 18-19 ans, voilà, qui vont passer 30 ans comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut, enfin, moment, entre rien pendant 40 ans et quelque chose un peu accompagné, un peu légiféré, un peu. Ben voilà, on en est là, enfin, le débat est ouvert par rapport à ça, plutôt que, voilà, un mec qui va se taper, je dis, il va avoir un cabas plein de films porno. Du coup, ça peut être un essai aussi, aller dans des. Voilà, c'est ça, qui est très utilitariste, très sans. Voilà, donc en travaillant par exemple avec des personnes sur handicap durant des séjours adaptés, je me suis liée d'amitié folle avec un de nos vacanciers qui avait perdu une jambe durant un accident, donc c'était quelque chose qui était arrivé soudainement dans sa vie, le handicap. Et avant, il avait une sexualité, et tous les matins, il se réveillait avec le barreau, si je puis dire. Et puis, il avait pris des photos de moi me baissant parce que je savais on avait un bon feeling, lui et moi. Donc, il aurait pu se passer quelque chose. Voilà. Et bon, là, il y avait le cadre et tout, mais du coup, ça pouvait se traduire par des comportements qui étaient déplacés envers des personnes, des soignants là où ils vivaient ou avec nous. Voilà. Donc, répondre à ce besoin, ça devient essentiel quand on en arrive à là, je pense. Il y a un jeune homme que j'accompagne, il y a une trentaine d'années, donc on est au-delà du jeune homme, mais il fait petit garçon dans sa façon d'être et tout ça, et j'ai déjà vu dans le tramway et tout, il va foncer sur des groupes d'étudiantes, et puis il va franco, bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous, il se présente et tout. Je l'ai jamais vu se faire envoyer bouler. Je l'ai jamais vu non plus concrétiser quoi que ce soit. Et je crois que ça reste, tu vois. Et je sais pas si vraiment, tu vois, pour revenir sur notre débat de fond là, sur est-ce que mon travail ou le travail des personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap, c'est de favoriser la concrétisation du truc, ou en tout cas, moi je pense que c'est de leur donner les moyens de le faire. Voilà. Je sais pas comment. Oui, les introduire aussi. Voilà, d'ouvrir à ça et de dire tiens, tu peux. Donc, voilà, on te laisse la possibilité de le faire dans des moyens protégés, entre guillemets, mais c'est compliqué, tu vois, parce que là, on devient intrusif, on devient machin. Oui, et puis la personne handicapée a envie de choisir aussi la personne qu'elle va rencontrer. Bien sûr. Ce qui m'a frappé dans ton livre, Guillaume, c'est que tu as quand même vachement sélectionné la personne que tu allais rencontrer sur des critères qui te plaisaient, parce que c'est tout à fait normal, chose qui est normale. Mais ce dont tu n'aurais pas eu forcément la possibilité si ça avait été remboursé. Ou si c'était plus formel. On me dirait, tiens, oui, parce que ça, quoi. Non, plus c'est élevé, mieux. Enfin. Plus c'est élevé, plus le prix est élevé. Oui, je pense que. Enfin, non, je ne sais pas ça dans ce sens-là. Ah non. Ah, non, sur des critères physiques, moi je voilà. Ok. Oui. Alors,
Et ben après, on reste sur du désir, de l'envie, Ouais, tout ça, bah oui. et heureusement. Enfin, Oui, donc c'est pas totalement. Après, bon, du coup, j'avais pas de- j'avais pas de- C'était pas antinomique pour moi, là, le fait qu'on rembourse et qu'on puisse pas choisir. Tu dis, parce qu'au final, c'est tarifé, là, c'est pas remboursé, mais c'est quand même tarifé, et tu choisis. Du coup, il y a juste Il me semble en tout cas, avec la place actuellement, il n'y a pas de possibilité de choix. Tu as le droit, bien évidemment, de Le- choisir le genre de ton. Du coup, ouais, tu rencontres la personne en visio et tu discutes. Mais c'est vrai que je crois pas que tu puisses. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord, j'ai pas compris. Donc ça match pas, mais voilà. Après, moi, j'avais pas de désir physique moi, dans ma recherche. Oui, mais en tout cas, Après, excusez-moi, le plaisir. tu fais tu racontes un peu le site sur lequel tu es Ouais. allé et tu racontes aussi que tu as vu une sélection de critères, de pouvoir sélectionner sur le physique. Oui, ça ressemble un peu à un magazine. Ouais, Les oui, sites oui, en oui. question. Oui. Ça ressemble un peu à. Dans la continuité de ce que vous dites, on a une question qui vient de nous arriver. Est-ce que vous pensez que le problème, le manque d'accès des personnes en situation de handicap à leur sexualité, il réside pas dans le fait qu'on voit souvent leur corps comme un corps médicalisé, notamment quand ils vivent en centre, et que du coup, elles ont même pas la conscience de leur corps dans leur sexualité et elles pensent toujours à leur corps en tant que dans la notion de soin, de thérapeutique, de médical, et jamais en tant que objet de plaisir et de sexualité. Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais. Du coup, après. Est-ce que en voyant Alice, peut-être ça t'a changé la vision que tu avais de ton propre corps? Oui, non, c'est vrai que moi ça m'a fait. Ouais, je pense que ça m'a fait du bien. J'ai pris conscience de certaines choses. Et même après de me confronter à un corps différent. Parce que c'est vrai que. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Est-ce que donc dans ce sens-là, si on dédiabolise la sexualité des personnes en situation de handicap et qu'on enlève cet aspect médical, qu'on voit plus leur corps comme un objet médical, mais comme elles se le voient comme un objet de plaisir, ce serait pas aussi une démarche un peu thérapeutique, genre, je veux dire psychologiquement, de se réapproprier son corps, de découvrir comment on peut se donner du plaisir et avoir du plaisir, quoi. J'imagine. Oui, Dans oui. mon sens, oui, ça me paraît logique. J'accompagne des personnes qui ont Après, les problèmes images physiques, donc Oui, voilà. sont Oui. multiples, ça en fait Donc partie. ça peut être vachement vaste, ça peut être aussi pour guérir des traumatismes ou certaines choses. Ça Le peut monsieur être... dont tu parlais qui a perdu sa jambe, donc Oui. une fois le deuil fait, il y a un truc de réappropriation qui doit être compliqué, et puis d'estime de soi, il y a tout un travail autour de ça. Mais c'est vrai que c'est pas du tout. C'est pour ça que je lâche pas mon morceau. C'est pour ça que c'est pas la même chose quand tu vois, quand il y a une appropriation, et je trouve que tu décris vachement bien sur une réappropriation du corps, et ça sous-entend qu'en face, il y a quelqu'un qui n'est pas juste là pour dispenser une prestation, si j'ose dire. Et du coup, il y a quand même un travail de formation nécessaire sur un positionnement, un accueil, de prendre son temps, de tout ça que tu ne peux pas faire en une demi-heure s'il y a une prestation uniquement utilitariste et tarifée. Oui, bien sûr. Après, quand il y a la parole qui est possible, la discussion, je pense que tout ça, ça discute avec les professionnels. Et voilà, on est des professionnels, on est catégorisés dans n'importe quel cliché. Bien sûr. Voilà, Mais ce que tu décrivais, il y a eu plein de rencontres avant quoi que ce soit, où vous avez fait connaissance. Non, du coup, je décrivais les rencontres avec l'association en question. Mais du coup, moi j'avais eu Alice au téléphone avant de l'avoir aussi, donc ça revenait un peu. Et j'avais parlé beaucoup par mail avec elle, donc ça revient un peu au même aussi. Bah oui. Oui, c'est obligatoire. Oui, le plus souvent. Les collègues que je connais, elles parlent par mail, elles parlent au téléphone aussi une première fois avant de... Voilà, c'est normal, hein. Enfin, je dois discuter pour avoir tout rapport sexuel, je pense que c'est essentiel. Et quand la discussion n'est pas possible, quand la parole est compliquée, moi c'est pour ça que la PAS m'intéressait comme asso, c'est qu'ils pouvaient former justement à la compréhension et mettre en lien surtout les familles et dédiaboliser justement au sein même du corps familial la vision de la sexualité des personnes en situation de handicap.
Peut-être, je vais te couper 2 minutes dans ce que tu dis. On est à quelques minutes de la fin du débat. Alors, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat. On y répond et on va prendre le temps d'y répondre. Voilà. Et dans la continuité du débat aussi, peut-être on pourrait avancer et voir un peu les solutions concrètes qui sont mises en place par rapport à ça. On a tourné beaucoup autour de la définition, de comment définir l'accompagnement sexuel, d'où vient la demande, comment on la propose, quelles solutions concrètes on peut mettre en place, je veux dire, pas en tant qu'expert, mais juste en tant que représentant de ce qu'on fait dans notre quotidien, comment on peut changer le monde, à notre manière, par quelles actions et comment sensibiliser les gens autour de nous par rapport à ce sujet. Il n'y a pas de réponse piège. Les actions, c'est compliqué. Les actions, il faut quand même faire un gros travail. Ça ne sera pas sous chose en termes de. Que ce soit avec l'État, ils proposent là, ils ont proposé qu'on appelle ça proposition de loi. Bon, ça va mettre du temps. Mais en gros, il y a quand même du travail juridique fait. Après, il y a moi qui ai écrit un livre. Indirectement. Du coup, indirectement. Oui, c'est bien, ça fait partie. Du coup, moi, j'aurais tendance à trouver que les personnes handicapées essayent de prendre plus la parole. Après, je pense que les associations ne sont pas assez encore connues. Pas encore assez connues. Mais voilà, c'est vrai qu'après, en termes d'institutions, je ne sais pas trop. Ça, tu vois, ce que tu viens de dire, faire du lien, faire connaître les associations en question que vous avez citées tous les deux, là, que moi j'ai découvert il y a 2 heures et demie. Du coup, parler de plus en plus. Je reviens sur l'éducation à l'école, quoi. Je veux dire, il y a un lien de toute façon. Quand tu dis que c'est grâce au livre que ça a été compris dans ta famille, imagine pour tout à chacun. Je veux dire, tu vois, si dans le cadre du cercle familial, c'est compliqué. Alors que si, on sortait du tabou mais je parle de la sexualité en général, du rapport à l'autre, du rapport à la femme, du rapport au corps et qu'on mette des mots, et qu'on n'ait pas des corps partout. Tu vois, tu as accès à des corps partout, effectivement, mais on en parle peu. Et puis c'est toujours des corps qui sont normés, ou du moins. Oui, en plus, voilà, c'est ça, c'est le corps qui n'existe pas, voilà, c'est le corps filiforme, qui fait 22 kilos. Ce qui tend à disparaître, j'ai l'impression, par la nouvelle génération qui arrive, que ce soit dans les créations visuelles, pornographiques, dans la culture, le cinéma, même les défilés de mode et tout ça s'ouvre, bien sûr. Et je pense que c'est en commençant par là qu'on va pouvoir éduquer les gens et leur apporter des alternatives. Et puis la considération, alors je vais te rejoindre, tu vas être contente, mais la considération, et je le dis autant plus tranquillement, des femmes. On disait tout à l'heure, lequel de vous deux, le clitoris, ça fait pas longtemps que tu vois, qu'on sait ce que ça veut dire, quoi. Qu'on a un rapport à l'autre, mais dans les deux sens, mais vous avez plus été opprimés que nous jusqu'à présent, mais qu'il y a un rapport à la femme, pas comme quelque chose d'utilitaire pour pratiquer un acte sexuel, quoi, mais que ce soit un échange, et rien que ça, je le dis facilement, mais c'est pas acquis encore, c'est pas la norme, ce que je dis, alors que ça devrait, mais ça, si encore une fois, si à l'école, si machin, tu racontes pas, tu le dis pas, et tu désacralises et tu n'expliques pas ça, dans 30 ans, on a encore une table ronde, il aura déjà écrit 5 bouquins, et voilà, donc il sera plus compliqué pour qu'il vienne. Et tu penses qu'on peut, par exemple, dans le centre où tu travailles, il pourrait y avoir des groupes des groupes de parole un peu entre, par exemple, les familles et ces personnes-là, ou sans parler des familles, en fait, juste entre des éducateurs et résidents sur ce sujet-là. Après, il ne faut pas oublier les parents quand même. Parce que souvent, ils font aussi des démarches pour leurs enfants. Moi, sur ma page Facebook, j'ai un papa et une maman qui, dans mes messages privés,
qui me dit j'ai lu votre livre, merci d'avoir fait en parler, merci de. J'ai été Voilà. contactée aussi par des familles. Ouais. Donc faut pas les oublier non plus. Parce que c'est pas évident pour eux de. Parce qu'ils sont un peu délaissés face à avec leur enfant. Oui, on peut penser qu'en fait l'accompagnement les aide aussi eux Voilà, les belles assos, à mieux, enfin, c'est des assos qui font le boulot à la place. Et puis à rendre heureux, en fait, tout Ouais. simplement, leurs enfants. C'est pas eux de faire trop les démarches. Enfin, ça doit être Oui, dur. ça part souvent d'une peur, de toute façon, voilà, ce que tu disais, hein, c'est souvent on a peur on parlait d'une jeune femme aussi qui aurait besoin, qui voudrait, qui aurait accès, et puis d'une famille qui pourrait freiner en disant elle va se faire abuser, ou ils vont prendre son argent, ou ils vont je ne sais quoi, alors que, c'est encore une fois, si c'est encadré, si ça a du sens, si on sait pourquoi on fait les choses, mais il faut en parler. Je crois que ce qu'on fait là, c'est génial. Il faut qu'on le fasse plus. Il faut qu'on en parle plus, puis que ça devienne une banalité, quoi. et dans cette idée-là, on nous demande est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un accompagnement sexuel pour des personnes qui sont jeunes, qui ont 25 ans, indépendants et autonomes, en bonne santé? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être ouvert à... Enfin, parce qu'on parle des personnes en situation de handicap, des fois dans des handicaps lourds. Est-ce que vous pensez que des personnes qui, on va dire, sont autonomes et indépendants puissent faire appel à un accompagnement? On parle d'éducation sexuelle, là, en gros. Ouais. Ce que tu dis un petit peu, ça revient à Ouais, ce qu'on disait. Ça Quoi. revient à... Oui. Bah oui. Enfin, Mais c'est pour une Ouais, l'idée que toute personne qui ressent le besoin d'avoir accès à ça ait accès. Ouais, pour l'instant, je pense que tout le monde est considéré comme coupable d'achat de services sexuels et de sollicitation. Donc bon, c'est compliqué de l'imaginer pour l'instant. oui, pour l'instant, tu as des coupables d'un côté, des victimes de l'autre. Oui, On n'y est pas encore, mais effectivement. Alors que, encore une fois, je vais être au salon, je vais enfoncer des portes, mais si je ne suis pas expert sur les taux de viol, de passage à l'acte, ce genre de choses, mais je pense qu'il y a plein de bonhommes. Si on leur ouvrait l'accès, si tout ça, et si on pouvait donner libre cours à leur pulsion animale dont tu parlais là, et que ça soit encadré, que ça soit fait dans Oui, parce qu'il y a aussi des agressions sexuelles de personnes handicapées sur des accompagnements. Oui, mais je ne connais pas. C'est pour ça qu'il faut tout encadrer, tout ce qui se passe, c'est connu, hein, tout ce qui est prohibé, en général, ça donne lieu à des choses, à des excès dans tous les sens qui ne fonctionnent pas. Quoi. Après, c'est même l'argument des assos abolitionnistes. Le fait, du coup, beaucoup disent où s'arrête le handicap, pourquoi les personnes, comme dit le petit Pedro. Et en fait, du coup, si on va avoir l'assistance sexuelle, purement et simplement. Et donc, du coup, c'est l'un des arguments des assos. C'est que si on mettait ça en place, ça laisserait la porte. Après, voilà, c'est juste un peu. Du coup, Oui, mais. ça arrête le handicap. Je suis en partie d'accord avec Et ça. pourquoi les. Non, mais pour répondre précisément à la question. Parce Donc, que du coup, moi, je suis à moitié. il y a des personnes dont le handicap n'est pas visible. Oui, voilà. Du coup, des personnes sont autonomes, il y a des gens qui vivent seuls, qui n'ont pas besoin de structure à temps complet ou quoi, et qui ont quand même le besoin parce qu'ils sont mal à l'aise en société, parce qu'ils n'ont pas appris les codes, ils n'ont pas, ou tout simplement pas l'énergie, que ce soit mentale ou physique, d'avoir envie de séduire d'une personne et pour du sexe, ce qui se comprend en fait. Ouais, il y a autant de cadres que de personnes. On peut croire que. Enfin, on a tout. Ouais, c'est ça en fait. C'est super et en même temps difficile donc de poser un cadre et de légiférer ça. Parce que. Enfin, je pensais, comme je disais, des handicaps qui ne sont pas visibles. On ne peut pas vraiment mesurer ça. C'est chaque personne qui ressent le besoin ou non d'avoir recours à une assistance sexuelle, quoi. Oui, j'ai eu accompagner des gens qui souffrent de phobie sociale ou d'agoraphobie à un niveau très très élevé, qui ne serait-ce que sortir une poubelle de chez eux, c'est très très compliqué. Imagine aller draguer, rencontrer quelqu'un, faire connaissance ou appeler une escorte. Déjà que c'est compliqué pour des gens qui sont. Oui. Et du coup, moi j'ai pas de solution pour ça, si ce n'est
recueillir la parole, accompagner, aider, faire ce qu'on fait déjà, finalement, ce qui existe déjà, mais dans le cadre d'un accompagnement global qui n'est pas centré. Après, c'est vrai que voilà, moi, l'expérience d'aujourd'hui va faire que dans les réunions d'équipe que je vais animer et puis dans les projets dont j'ai la responsabilité, les projets personnalisés des personnes qu'on accompagne, alors je ne vais pas systématiser, hein, forcément, parce que pareil, je ne vais pas intruser ou créer quelque chose, mais en tout cas, ouvrir la parole, voilà, laisser la possibilité que ça soit dit, que d'accompagner ce désir-là. Pour revenir à cette idée de trouver des solutions, on va dire que ta solution, c'est justement de donner un lieu de parole à cette parole-là, que ce soit d'un côté ou d'un autre, et de laisser les gens, en tout cas, en parler et déconstruire complètement le tabou qu'il y a par rapport à ça, quoi. Complètement, y compris accompagner les professionnels, hein, les gens qui encadrent et qui travaillent avec, parce que voilà, les tabous, ils sont pas... c'est un travail d'équipe. Je veux dire, les professionnels sont souvent démunis, y compris les nouvelles générations. Ils sont plus ouverts, hein, il y a des fous de cheveux. Je sais pas. Donc voilà, c'est important de pouvoir encadrer ça. Donc Il y a vraiment des lois morales aussi là-dessus. Oui, bah, comme tu dis, en plus il y a une égalité et tout. Oui, puis il y a des trucs éducationnels qui est compliqué. Hein. Effectivement, en rapport au corps. Mais voilà, plus on ouvrira, plus on démocratisera, plus on écrira des livres sur le sujet, plus ce sera. Je crois. Est-ce que, pour revenir aussi, tu disais dans ton livre que tu as parlé à une députée communiste, qu'il y a des propositions de loi qui sont faites. Est-ce que, à ce jour, en tant que personne pas directement concernée par le sujet, mais qui a envie de s'engager là-dedans, on peut signer des pétitions, aller voir des sites, comment on peut avancer sur ce sujet-là Du coup, c'est juste que la base, du coup, l'association commence à écrire un projet de loi, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, ils vont pas tarder à le présenter, je pense, peut-être à la secrétaire d'État. Et ensuite, après, en 2011, un député de droite, UMP, avait fait un texte de loi proposé à Roselyne Bachelot en 2012, refusé par le Conseil national d'éthique, que du coup, je mets l'extrait de mon livre, hein, pour diverses raisons pas bêtes, mais donc du coup ça a été refusé. Et donc du coup, après non, il n'y a pas de pétition. Et voilà. Après il y a la secrétaire d'État qui s'est dit favorable depuis le mois de février. Donc moi j'avais discuté un peu avec la chose, donc ils étaient assez optimistes sur la question. Moi du coup j'ai parlé avec APAS et avec Sibel. A priori elle n'a jamais parlé avec l'APAS, donc ça me paraît compliqué d'avoir un avis constructif sur la question quand on n'a pas parlé avec la principale asso française. Donc du coup, après tout ça, du coup je pense qu'on est quand même assez loin encore de... Voilà. Mais du coup en termes de... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... J'étais à une réunion il n'y a pas longtemps, il y avait un membre de la PAS, en fait, il y avait une réunion avec Sibel. Donc on en parle quand même dans notre syndicat aussi. Ouais, mais non, c'était juste la secrétaire d'État, Madame Pudel, a priori, après là depuis mars, depuis septembre, je sais pas. A priori, ils n'avaient jamais pas. Du coup, elle s'était exprimée pour sur la télé. Et donc, du coup, ils avaient dit, sauf qu'on nous a jamais. Donc, depuis, peut-être que ça. Ça, on l'a dit. Voilà. Parce que moi, du coup, dans le livre, je disais peut-être que. Je disais que ça avait été avancé quand même, qu'elle dise ça en février. Et du coup, voilà. Parce que quand même, elle s'exprime favorablement, donc c'est mieux que. Même M. Macron dit que c'est la sexualité, ils en ont besoin, donc il l'a dit, donc c'est quand même positif. Mais voilà, il faudra voir comment ça évolue. Et c'est vrai que dans mon livre, on peut retrouver quelques politiques qui prennent la parole. Et donc toi, tu disais dans ton association, cette question, elle revient en réunion, dans le débat, elle revient souvent. Et est-ce que vous faites des actions par rapport à ça spécifiquement ? Alors, on essaye de faire connaître ce genre de formation pour les personnes qui souhaitent se former, voilà. Mais après, évidemment, on inclut les assistantes sexuelles dans le travail sexuel. Ouais. Ok. Très bien. Après, personnellement, enfin, j'essaye de passer par la culture pour essayer de déconstruire
les idées qu'on a. Donc voilà, sur les endroits où je travaille, j'indique clairement que je propose un accès à de mes services à des personnes en situation de handicap, avec des temps qui sont arrangés du coup en fonction de mes tarifs, parce que je sais très bien, j'ai conscience que c'est un coût pour les personnes, qu'elles soient valides ou non. Et du coup, je fais la promotion un peu de ce service, comme que ça existe aussi. Voilà. Bah, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être, n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes avant la fin de cette discussion. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Peut-être, je peux revenir. Je sais. Oui, tu veux quelque chose par rapport à ton livre? Non, juste le montrer. Ah bah oui, bien sûr. Tu veux... Là, je suis en rupture de stock mais après la semaine prochaine, il y a. Pour moi, celui-là. Ok. Il y en a un nouveau, là, à partir de la semaine prochaine, dans une semaine, il y en a un nouveau. Et il est disponible sur eBay, ou sinon vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Guy Recueil d'Alice. Voilà. D'accord. Mais sur eBay, sinon. Un premier pas dans L'action en faveur de l'action sexuelle. Mais une semaine là, il est en rupture de stock. C'est bien. Est-ce que vous avez un mot, une question Moi, j'aimerais bien faire une petite promotion aussi, mais pas. Du coup, on a vécu une crise sanitaire chez les travailleurs du sexe avec le Covid, et on a essayé de s'auto-organiser en créant des cagnottes de soutien pour les personnes les plus précaires, pour faire des dons alimentaires, etc. Et cette cagnotte a été supprimée par un site qui s'appelle Le Pot Commun, dû aux lois de proxénétisme. Et donc, du coup, on en a une nouvelle sur Hello Asso que je vous invite à participer en fonction de vos moyens. Et voilà. Et donc, comment elle s'appelle la cagnotte? Soutien travail du sexe, TDS. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Dans le moment de promotion, Non, moi j'ai rien à vendre. Est-ce que tu as un mot pour la fin Non, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. C'est bien qu'on fasse ça, c'est important. C'est important qu'on en parle. Ça fait évoluer les consciences, la mienne avec. Ça me fait, moi, voilà, ça enrichit mon champ des possibles et y compris dans tes prestations. Finalement, voilà, je me dis que ça se réfléchit concrètement. Et voilà, donc c'est pertinent de toute façon quand on ouvre la parole et qu'on ouvre des débats sur des sujets dont on n'a pas trop l'habitude de le faire. Donc, ne serait-ce que pour ça, je salue l'initiative du groupe là qui a eu cette idée. Et puis après, voilà, c'est intéressant d'avoir des gens qui m'enseignent parce que et le livre, je vous dis que je vais finir du coup et ton positionnement et ton expérience, donc voilà, ça me fait bouger sur des choses, donc c'est comme ça qu'on avance et qu'on s'enrichit, quoi. Oui, l'idée était aussi de créer un lien enfin des passerelles en fait entre vos métiers, entre vos situations, pour justement pour en apprendre plus sur le sujet en fait, parce que j'imagine qu'il y a une invisibilité aussi d'un côté comme de l'autre, donc c'est important de revenir sur ces points-là. Et c'est aussi, je pense, important de rappeler qu'on ne s'érige pas en expert du sujet, mais qu'on apporte chacune notre expérience et qu'on est là pour faire du lien et donner de la visibilité à ce sujet. Oh, rassure-toi, je crois que ça s'est vu quand on était Ça, c'est pas de souci à ce niveau-là. Bah, je tiens à vous remercier d'être venu en tant que vous-même et aussi en tant que le STRAS et la PSH 34. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe technique des CMA qui est derrière et qui œuvre depuis quelques semaines pour rendre cela possible. Enfin, je tiens aussi à remercier les bénévoles, les militants qui s'investissent sur nos projets. Et puis, vous pouvez retrouver très bientôt cette table ronde sur YouTube. Elle sera retransmise sur la chaîne du DBDA, donc le Festival du bruit dans l'arène.
Vous pouvez déjà retrouver la conférence du sociologue que l'on avait invité au mois d'octobre dernier, Bernard Friot, qui est disponible sur notre chaîne. Et d'ici quelques mois, on pourra aussi vous présenter quelques interviews, notamment de nos 3 participants d'aujourd'hui. Donc, restez connectés. Et pour finir, je vous annonce aussi que les échos du DBDA ne sont pas finis. Après Bernard Friot, puis cette table ronde autour de l'assistance sexuelle, fin janvier, nous parlerons éducation avec le pédagogue Philippe Mérieux. Voilà. Je pense que on a tout dit et puis merci d'avoir regardé et restez avec nous dans les prochains mois.